Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Après une longue pause, nous revoici comme promis pour le bilan de mi-saison avec aujourd'hui Aristide, Feli et Erko. Salut à vous. Salut. Salut. Alors comme de coutume, nous ferons le bilan général, les tops et les flops et les perspectives. On démarre avec la synthèse d'Aristide. Yes, donc pour ce petit rappel global de cette mi-saison plutôt positive, hein, il faut le dire, moi je mettrais une petite note de 7 sur 10, puisqu'en Serie A, nous sommes quand même deuxième du championnat avec 33 points en 15 matchs, à 11 points du Napoli, certes, qui fait une demi-saison extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, je pense, pour le définir, mais avec quand même 3 points d'avance sur l'Inter, qui est cinquième du championnat. Voilà. Après, en termes de statistiques, on a encaissé 15 buts en 15 matchs, donc vraiment un ratio de 1 but par match encaissé, ce qui vraiment fait la différence peut-être avec la saison dernière où on était quand même bien plus serein et bien plus fort défensivement. Il y a quelques défaites, notamment notables, hein, celle face au Napoli où on perd 3-2 sans Leao de mémoire, celle face au Torino où on revient de Ligue des Champions assez cramé et on a fait un peu tourner, et enfin le nul contre Cremonese qui est quand même peut-être assimilé à une défaite, hein, puisque on fait un match nul contre le dernier du championnat de mémoire avec les absences de Giroud et Théo Hernandez notamment. Voilà pour la Serie A. En Ligue des Champions, très bien, puisqu'on est à 10 points en 6 matchs, en étant deuxième du groupe et du coup qualifié pour les huitièmes de champion les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, pardon. Une première depuis 10 ans presque. Tout s'est joué à la dernière journée, effectivement, contre Salzbourg, hein, puisque rien n'était joué. On avait fait 1-1 au match aller contre eux à l'extérieur. On fait une démonstration, il faut le dire, à San Siro, où un nul nous suffisait, mais on a quand même fait une démonstration avec un 4-0 de mémoire. Alors, il y a bien sûr les deux défaites contre Chelsea qui viennent un peu ternir, puisque finalement, en termes de prestations contre un gros, on était quand même bien en dessous. Donc, c'était des défaites assez humiliantes. Après, atténué avec le match retour qui était peut-être effectivement avec des décisions arbitrales toujours assez contestables. Mais voilà, en termes de points, on est toujours très bien. Après, comme je l'ai dit, sur finalement les quelques émissions qu'on a fait en début de saison, même si la saison est bonne par rapport finalement aux statistiques et au mercato, moi je reste quand même très peu convaincu par notre niveau de jeu que je trouve très poussif. Je nous trouve assez peu, très peu, disons, convaincant en attaque. Il y a beaucoup de victoires à l'arraché, hein. On se souvient de la dernière journée justement qui vient clore cette première partie de saison avec la Fiorentina où on gagne 2-1 avec un but de Milenkovic, je crois, contre son camp à la 92e minute. Il y a aussi le but, le 2-1 contre la Spezia où Giroud marque à la 89e minute, pardon, ce qui lui vaudra d'ailleurs un deuxième jaune et un rouge qui le dispensera contre Cremonese. Il y a la victoire 2-1 aussi à la 81e minute toujours par Tonali contre le Hellas Vérone. Et enfin, il y a l'Empoli où on gagne 3-1 avec, rappelez-vous, deux buts de Ballo-Touré et de Leao après la 90e minute, alors qu'on s'était déjà fait égaliser à la 90e minute. Donc finalement, il y a beaucoup de victoires à l'arraché qui viennent un peu gonfler ces statistiques. On a une défense, comme je l'ai dit, assez friable et bien plus exposée finalement que la saison dernière. Et on y reviendra, je pense, plus tard dans l'émission sur cette défense. Et une attaque, comme je l'ai rappelé, assez peu convaincante, notamment avec des recrues offensifs qui finalement, et on y reviendra aussi plus tard dans les tops et les flops, qui ont assez peu convaincu en ce début de saison. Alors c'est vrai que je me suis un peu ennuyé aussi devant les matchs en ce début de saison. J'ai pas été particulièrement triste de pas faire d'émission parce que quand tu termines le match à 23 h et que tu dois en plus te coucher à minuit, minuit et demi pour enregistrer et puis publier l'émission, c'est vrai que c'est plus intéressant de le faire quand le match est passionnant et on n'en a pas vu beaucoup. Peut-être nos camarades nous démentiront-ils et voyons justement ce qu'a pensé Feli du début de saison. Je rejoins complètement Aristipe dans le fait que effectivement, il y a beaucoup de matchs qui se sont joués à pas grand-chose et c'était vraiment très poussif jusqu'à la fin. On retient quand même quelques belles victoires, hein. Je pense notamment face à l'Inter, où on gagne d'une très belle façon, même si là ça fait 3-2, mais notre supériorité a été écrasante contre eux, et de la même façon contre la Juventus, où on gagne également sans trop forcer. Donc c'était vraiment deux belles victoires, et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas gagné ces deux équipes dans une même demi-saison, donc ça fait toujours plaisir de battre nos concurrents historiques. Maintenant, c'est vrai que dans le jeu, c'est pas terrible, honnêtement. Et puis même quand on regarde le classement, alors certes, on est deuxième derrière un Napoli fulgurant et qui court sans doute, on verra ce qui se passe en deuxième partie de saison vers un scudetto. Mais quand on regarde le classement, finalement, on n'est qu'à 2 points devant la Juventus, devant une Juventus qui est, qui est vraiment pas terrible.
Et pareil, on n'est qu'à 3 points de l'Inter. C'est vraiment peu. Quand on voit, par exemple, qu'on est à 9 points à 8 points de Naples. Donc, même sur le plan du classement, on n'est pas forcément si bien. Et il suffirait qu'une ou deux défaites, et puis on se retrouverait en zone Ligue Europa. Et ça, ce serait vraiment catastrophique. Donc, j'espère qu'on verra une équipe qui réussira à remonter son niveau de jeu en deuxième partie de saison. Et on espère également, d'un autre côté, que Naples, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais souvent, tombe en deuxième partie de saison. Et enfin, Erko, qui a souvent la dent dure, va nous donner son avis en cette période de Noël, donc de joie, d'amour et de bienveillance, Erko. Évidemment. Donc, et voilà, d'un point de vue statistique, on peut pas dire qu'on a été beaucoup moins bon, en tout cas, que l'année passée, parce qu'en termes de points, on doit être à 4-5 grand maximum au moins par rapport à l'année passée. Donc, le bilan n'est pas dégueulasse. C'est juste qu'il y a un Napoli devant qui est une vraie locomotive, qui gagne tous ses matchs et qui domine son adversaire, qui a un jeu très, très européen en plus. Donc, oui, alors oui, en termes de qualité et de fond de jeu, on a des problèmes, ça c'est certain. On a des blessés assez importants aussi qui jouent aussi en défaveur et qui sont même inquiétants parce que je me demande comment si on n'a pas un gros problème avec le milieu en lab quand on voit le Caménian par exemple. Mais oui, par rapport maintenant, je trouve que oui, le Ménian, moi je trouve que c'est plutôt un enchaînement du mercato d'été qui a été pour moi mauvais ou en tout cas pas intelligent parce que nos points faibles n'ont pas été vraiment gommés. On savait très bien qu'à droite on n'avait rien, on n'a rien acheté. On a pris deux Cutler qui, pour moi, je suis encore persuadé que c'est encore un très bon coup, mais comme Tonali ou comme Léo, il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Et du coup, même en meneur de jeu, surtout avec Brahim Diaz, qui on sait bien sur courant alternatif. Donc, pour construire du beau football avec des joueurs qui sont comme ça, soit irréguliers ou soit n'ont pas vraiment au niveau, c'est aussi compliqué pour Pioli. Et je trouve que c'est justement assez important de pouvoir souligner que malgré tout ça, on a quasiment le même rythme que l'année passée, même si les matchs sont évidemment moins beaux à avoir joué. Mais il y a aussi des circonstances et justement, dans la continuité, je trouve que c'est quand même le projet continu. C'est là qu'on voit l'importance encore que Pioli a apporté justement à la mentalité du groupe, qu'il y a un groupe solide et justement le point positif aussi, c'est qu'on essaie absolument de prolonger, de blinder justement notre taulier, comme on fait maintenant avec Benacer, où on a augmenté la masse salariale pour lui ou même pour DAO. Donc il y a vraiment une envie de continuité sur le très long terme. On n'a aucune envie de vendre des gros joueurs, des gros clubs étrangers, pardon, comme Chelsea qui poursuit DAO fortement depuis quelques semaines maintenant. Donc oui, je pense que voilà, on peut pas dire que la première partie a été mauvaise, au contraire. Justement, elle pourrait être que meilleure en deuxième partie de saison, contrairement à ce que Philippe disait. J'espère que Naples va continuer comme ça, parce que les championnats italiens ont besoin de grandes équipes. On pourra pas être champion chaque année, et on a besoin de grandes équipes comme ça pour pouvoir lutter, évoluer. Moi, à chaque fois que je regarde Naples, que ce soit en championnat avec des champions, je suis fier justement que cette équipe représente le championnat italien. C'est une équipe qui a dominé des clubs comme c'est l'Atletico et comme Liverpool. Donc c'est assez impressionnant. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. S'ils continuent, ils mériteront d'être champions. Faut aussi reconnaître aussi la vérité aussi. Et voilà, donc maintenant, ça va aussi motiver, j'espère, le club à trouver des solutions pour janvier. Mais le problème, c'est que le Camélion inquiète aussi. Si on doit mettre un petit budget dans le transfert pour un gardien, c'est un peu compliqué à la tâche pour pouvoir trouver un attaquant, en tout cas, pour continuer la saison. Mais je ne vois rien d'inquiétant, en tout cas, pour la suite. Ça ne pourrait être que meilleur, à mon avis. Comme chaque année, nous donnons notre top 3 et c'est Aristide qui démarre. En troisième place de ce top, moi je vais mettre Théo Hernandez. Alors Théo Hernandez, il est certes moins décisif offensivement que les années précédentes, il n'y a qu'à regarder ses statistiques, je crois qu'il est peut-être à 2 buts cette saison, pas énormément de passes D non plus, mais je trouve que défensivement, il y a vraiment une maturité qui s'est installée, déjà que ça avait commencé, disons, j'ai envie de dire, en deuxième partie de saison de l'année dernière, puisqu'on se rappelle qu'en première partie de saison de l'année précédente, il était vraiment mauvais, il perdait des ballons bêtes. Je trouve qu'il a vraiment mûri, on l'a vu aussi à la Coupe du Monde, justement, avec un Théo qui s'est retrouvé propulsé titulaire à la place de son frère, justement. Je trouve son jeu mature, je trouve réfléchi. Alors c'est peut-être moins impressionnant pour les néophytes en attaque. Contre le Maroc, contre l'Angleterre, je suis pas sûr qu'il ait été impérial, mais bon, ce n'est que mon avis.
Oui, bah alors après, pour avoir vu aussi tous les matchs de Théo notamment, quand tu défends à 1 contre 2 en phase défensive, parce que ton ailier gauche ne revient pas, ne serait-ce que se placer, tu peux mettre Maldini, je suis convaincu que c'est pas beaucoup mieux, mais ça effectivement, pour te rejoindre, c'est un autre débat. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, au Milan, je l'ai trouvé très bon défensivement, très sérieux. C'est pas, enfin, après, ça reste une troisième place d'un top, parce qu'effectivement, je trouve que pour rejoindre nos deux camarades, on a quand même aussi des difficultés dans le jeu, un mercato assez raté, et c'est vrai que c'est plutôt pénible. Donc voilà, ça reste un petit top pour Théo. J'ai mis en deuxième position, sans trop hésiter, pour moi c'est vraiment nos deux hommes forts de la saison, j'ai mis Giroud. Giroud, pourquoi? Parce que, autre que ses buts, il a 5 buts en Serie A, hein, et peut-être 3 en Champions League, je crois. Mais je trouve que ce qui m'a plus impressionné sur cette première partie de saison, c'est son apport, c'est son influence sur le jeu. Contrairement à l'année dernière où je le trouvais vraiment à côté de l'équipe, presque, à souvent s'énerver, à sortir de son match. On se rappelle du match contre la Juve où il était sorti complètement de son match face à Chiellini notamment, et c'est arrivé 3-4 fois dans la saison. Je trouve que cette année, c'est lui le leader en attaque, c'est lui le maître offensif, c'est lui qui coordonne, qui lance un peu les attaques, malgré qu'il est pas tout à fait le jeu pour faire ça. Je trouve qu'il a vraiment une influence à la Zlatan, j'ai envie de dire. Le Zlatan d'il y a 2-3 ans qui nous portait en attaque et qui faisait qu'on avait une certaine aura quand il jouait. Je trouve que Giroud a Peut-être pas vraiment au pris même le pas point cette quand année. même. C'est vrai qu'il y a des progrès, je suis d'accord avec toi, mais Zlatan quand même, quand il était au top, c'était quelque chose, hein. Ah oui, non mais je dis pas que c'est exactement pareil, je dis que s'il y a un leader, j'ai envie de dire mental dans cette équipe, Oui. comme Zlatan l'était il y a 2 ans, je trouve que c'est Giroud cette année, contrairement à l'année dernière où finalement il mettait pas beaucoup plus de buts, ou beaucoup moins de buts. Non, mais Mais, mental, mais, je suis euh, d'accord. C'est leader technique dans l'entrejeu, je trouverais ça quand même un peu, comment dire, exagéré, parce que Zlatan quand même avait une aura que Giroud n'aura jamais balle au pied, quoi. Mais mentalement, oui, oui, tu as sans doute raison. Oui. balle au pied, effectivement, techniquement, c'était autre chose. Après, je trouve qu'il y a l'influence, en fait, je trouve qu'il y a une équipe, il y a un Milan avec Giroud et il y a un Milan sans Giroud, et Ouais, je c'est vrai. pense que ces nombreux buts, bah, regarde le Cremonese où Origi le remplace, on se dit oui, bon, bah, ça suffira contre Cremonese Origi, c'est une catastrophe, Non, mais tu l'équipe as raison. Sur, ne sur ce joue point, je suis pas. d'accord. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, même si techniquement, c'est pas Zlatan, je vais pas envie de les comparer techniquement, mais je trouve que l'influence qu'a eu Zlatan il y a 2-3 ans sur l'équipe, je dis pas que Giroud est exactement la même, mais on s'en rapproche dans le sens où il y a une certaine dépendance, une Giroud dépendance, et moi je trouve que ça se voit vraiment beaucoup cette saison. En première position de mon top, bon, sans aucun débat, Benacer, qui a été le meilleur Milanais pour moi sur cette première partie de saison, pardon. Je trouve qu'il a complètement éclipsé nos autres milieux de terrain. Je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai trouvé très bon. Voilà, il y a une vraie dépendance au milieu. On a vu quand il était pas là que c'était quand même bien plus compliqué. Même si je trouve que son entente avec Tonali est peut-être moins évidente qu'avec Kessie l'année dernière. Je trouve que d'ailleurs Tonali réciproquement est peut-être moins bon avec Benacer qu'avec Kessie l'année dernière. Mais voilà, je trouve que Benacer est vraiment excellent cette année et qui mérite cette première place du top. Feli. Alors moi, j'ai mis 3 personnes dans mon top 3, enfin à ma troisième position. Ex aequo, Théo Hernandez, que tu as cité Aristip, Giroud, que tu as également cité, et Tonali, dont tu viens de parler. Je les ai tous les trois mis en troisième position, à ex aequo, parce que je trouve que ce sont des cadres de très haut niveau qu'on a, qui sont à leur niveau, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau fixe. Alors des fois, il y a des matchs où ils sont moins bons, des fois, ils sont un petit peu meilleurs. Mais c'est des joueurs sur lesquels on peut compter. C'est des joueurs du niveau de champion, c'est des joueurs de niveau de Ligue des Champions bientôt. Euh, et je pense que vraiment, c'est des joueurs sur lesquels on va compter sur le long terme. Alors peut-être moins long terme pour Giroud, mais je pense qu'il a encore une bonne saison dans les jambes. Et c'est vraiment des joueurs. Vraiment, quand je pense à eux, je pense à des cadres et des cadres techniques, mais aussi des leaders, chacun à leur façon sur le terrain. Et c'est des joueurs que j'apprécie et je pense que tout le monde apprécie pour leur fiabilité et leur progrès, c'est-à-dire qu'ils ont tous progressé d'une certaine façon. Alors peut-être Tonali, il a eu quelques périodes un peu plus mitigées, mais je trouve quand même qu'il a été, quand on regarde sur l'ensemble de la demi-saison, il a été assez solide et rarement mauvais. Voilà. Concernant Giroud et Théo, ben voilà, les deux ont encore progressé. Théo Hernandez, lui, c'est sur le plan défensif. Alors même à la Coupe du Monde, alors moi je trouve que même à part sur sa faute stupide qu'il fait à toute fin du match, alors je me rappelle plus c'était contre le Maroc ou l'Angleterre, mais en dehors de ça, je trouve Angleterre, qu'il ouais. a, ouais, c'est contre l'Angleterre. Alors bon, ça c'est du Théo tout craché. Voilà, il te sort un match assez propre et au final il te fait cette bêtise idiote.
où voilà, la France peut perdre le match là-dessus. Mais en dehors de ça, même Théo Hernandez, je trouve qu'il est devenu très solide défensivement. Alors certes, il peut toujours se trouver, mais on l'a rarement vu ridicule. Et encore une fois, je trouve qu'il a pris de la maturité dans son jeu, et ça, je pense que tout le monde l'a remarqué. Et comme tu l'as dit concernant Giroud, lui aussi, il a pris en volume. Dans le jeu, il devient de plus en plus intéressant. Il marque des buts toujours décisifs. Et c'est vraiment quelqu'un sur lequel on peut compter. Voilà, concernant ma deuxième position, en deuxième position, je mets Léao, et je trouve que c'est le grand absent de ton top, Aristide. Parce que pour moi, Léao, c'est quand même notre homme fort de l'attaque. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas le mettre en deuxième. Il a des trous, certes. Il y a des moments où il se rate. Je pense notamment contre le Torino, où on perd après que dans les 10 premières minutes, le Portugais rate 2 face-à-face. Donc certes, il a ces trous-là. Mais en dehors de ça, et en dehors de c'est quelques irrégularités, c'est quand même notre joueur le plus offensif, c'est quand même le joueur qui crée des buts à partir de rien, c'est à la fois notre meilleur buteur et notre meilleur passeur. Pour moi, c'est vraiment notre facteur X en attaque qui permet de décanter des moments où on n'y arrive pas, quoi. Et le nombre de matchs et le nombre de points qu'il nous a fait gagner, c'est quand même inestimable. Et même, pareil, je pense qu'il a progressé aussi sur certains points. Alors, déjà, on voit que tactiquement, il redescend beaucoup moins, et Pioli a trouvé une façon de jouer en le faisant rester plutôt haut sur le terrain. Donc, effectivement, il a moins cette perte d'effort défensif, mais il est plus lucide devant, il fait les passes quand il faut, et si j'ose dire, je trouve qu'il a même progressé en finition. Parce qu'il y a des face-à-face qu'il réussit beaucoup mieux, je pense notamment face à l'Inter, où il met un beau but, où il met 2 beaux buts d'ailleurs, face aussi à la Fiorentina, où il gagne son 1 contre 1 de très belle manière. Alors oui, des fois il reprend mal le ballon, mais j'ai remarqué c'est souvent les rebonds qui a du mal à juger. Faut pas lui passer la balle quand elle fait un rebond. Les reprises de volée, c'est pas son truc. Faut que la balle elle soit par terre. Mais au sol, je trouve qu'il a vraiment progressé, même s'il fait toujours à peu près la même chose. Hein. Il tire souvent au premier poteau en contre-pied du gardien. Mais en dehors de ça et en dehors de ces reprises de volée que j'évoquais, franchement, je pense qu'il a aussi progressé devant et qu'il est devenu notre leader, notre star un peu offensif. Et je pense qu'il se le sent comme tel. Et on Et le si je puis ressent me aussi. permettre, j'ai trouvé surprenant que le Portugal ne l'utilise que trop peu, hein, parce que il aurait pu réellement dynamiter les Complètement. défenses adverses. J'étais très très surpris de le voir entrer en jeu dans les toutes dernières minutes. Alors je sais qu'ils ont du Complètement. matos au Portugal, hein, bien sûr, qu'ils ont énormément de très bons joueurs, mais Leao pouvait faire la différence. Et si le Portugal ne va pas plus loin dans la compétition, c'est à mon avis en partie, je dis bien en partie, à cause Ouais, de je suis ça. d'accord. Ouais, Alors je suis complètement. d'accord, mais pour l'avoir vu aussi avec le Portugal, c'était aussi pile ou face avec Léao. Quand il rentrait sur le terrain, il y avait des fois où il marquait, et des fois vraiment où il traînait les pattes et tu avais l'impression qu'il ne saisissait pas l'opportunité. C'est le caractère du joueur, on sait que c'est pas forcément quelqu'un qui va se désirer sur le terrain. Il a une attitude corporelle qui ne joue pas forcément à son avantage, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui n'est pas motivé. C'est juste physiquement, il dégage quelque chose de nonchalant. Et c'est quelque chose qui peut l'aider parce que des fois, quand On il prend disait la la même chose de balle. Pirlo, hein. Si tu te souviens bien, Oui, Pirlo a oui, oui, oui. longtemps eu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On lui disait t'es nonchalant, parce qu'il a une tête un peu indolente comme ça. Et finalement, sur Mhm. le terrain, les résultats étaient là. Et Léao, les résultats, tu as raison de le souligner, sont bien là. C'est ça. Et puis, cette nonchalance peut des fois l'aider parce que des fois, quand il prend la balle de façon assez lente, tu as l'impression qu'il va retourner en arrière. Et puis, une prise de balle lente, et sur son premier, deuxième pas, il prend tout le monde de vitesse. Et ce qui fait qu'il arrive à passer quasiment tous les latéraux droits du monde. Ce qui en fait un joueur très précieux pour nous. Et en top 1, je rejoins Aristide. Par contre, Benacer, c'est évidemment notre meilleur joueur cette saison, sans aucun doute. Hein. Pour moi, il a complètement explosé cette saison. Il a toujours été bon. Il y a eu des phases un peu moins bien. Mais cette saison, on sent vraiment qu'il a pris le leadership dans le milieu de terrain. Techniquement, c'est un régal. Il est solide défensivement. Alors, je rejoins aussi sur le fait que Benacer Tonali, je dirais pas qu'il y a moins d'entente, mais en fait, c'est dans le profil des deux joueurs. Il manque un joueur qui est là purement pour veiller à la récupération. Alors, les deux sont plutôt bons défensivement et se placent plutôt correctement. Mais il arrive qu'il y a des trous d'air au milieu de terrain, et ce qui fait qu'on concède plus d'occasions.
Pour autant, pour moi, c'est un double pivot qui peut fonctionner. Il faut juste trouver un système défensif ou un schéma pas un schéma, mais comment dire, des déplacements qui font que notre milieu reste imperméable. Parce que Peut-être souvent, qu'on quand pourrait on part à introduire l'attaque, Pobega aussi pour défendre un peu plus, je ne sais pas, il faut voir, parce que Pobega n'a pas été extraordinaire sur cette première partie de saison, mais mettre un peu ouais. plus de physique, mettre un peu plus Mais de tu vois, récupération, Pobega, comme tu le dis, en sachant que Tonali, justement, je trouve, moi, se tue beaucoup aux tâches défensives, et je le trouve plus performant et plus intéressant quand il se rapproche du but adverse. Il a marqué quelques buts, il a été décisif à plusieurs reprises lors des derniers matchs, me semble-t-il, j'ai pas les détails en tête, mais je crois qu'il avait fait un but, une passe décisive, un truc comme ça sur les 2-3 derniers matchs, et c'est vrai que quand je le vois faire des grands allers-retours, devant, derrière, etc., box to box, mais non-stop, je trouve qu'il s'épuise physiquement et que ça peut peut-être expliquer, notamment l'absence de caissier qui faisait ce boulot l'année dernière, ça peut peut-être expliquer que Tonali soit moins bon cette année que l'année dernière. Moi je pense qu'il va revenir, je suis à peu près confiant, puis il est très jeune. Il n'est pas installé dans cette équipe comme titulaire depuis aussi longtemps que Benasser, mais il y a peut-être une piste à creuser là avec l'insertion d'un troisième milieu qui pourrait être Pobega ou un autre d'ailleurs, pour faire le boulot que Tonali et Benasser doivent faire tout en créant quoi. Ça fait beaucoup pour deux personnes. oui, c'est sûr. Et Tonali paye aussi le fait que justement, parce que Tonali est notre milieu gauche, et lui paye le fait que Léo ne descend pas. Et le schéma fait que c'est Tonali qui doit couvrir le côté gauche avec Théo Hernandez. Contrairement à Benasser qui peut se reposer c'est vrai. sur son côté défensif, qui est sur notre côté droit, qui est notre côté plus défensif. Messias, lui, joue quasiment comme un latéral droit. On l'a vu, c'est le même schéma qu'avec l'équipe de France. On a joué de la même façon que jouait l'équipe de France, parce que, à part évidemment notre milieu offensif qui lui est un peu plus offensif que l'était Griezmann, mais je veux dire, quand ce soit Messias ou Makers, ils reviennent constamment à la ligne pour défendre, à la manière d'un Dembélé lors de cette Coupe du Monde, alors que Léao, lui, reste toujours devant. Et ce qui fait que Benasser profite de ce côté défensif-là pour être notre premier fer de l'œuvre offensif sans être constamment épuisé. Alors que Tonali, lui, doit tout le temps faire des allers-retours devant-derrière. Par contre, concernant Pobega, et je digresse rapidement sur lui, Pobega, alors il peut être physique, mais sur son placement au milieu de terrain, il est pas bon du tout parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer dans ce système-là des deux milieux. Et tu vois la différence parce que quand il est là, alors, sur le duel physique, il est là, ça on le sait, mais sur son placement, il est toujours aux fraises. Je laisse ça pour les flops. Ouais, mais c'est peut-être quelque chose qu'il peut apprendre justement, parce qu'après tout, il est jeune, il est là aussi pour progresser, et c'est vrai que le Torino, c'est peut-être pas la même chose que le Milan non plus, c'est pas le même enjeu. On l'a vu quand même faire 2-3 sorties en début de saison qui étaient intéressantes, mais son début de saison, pour moi, globalement, est raté. Disons les choses, cela dit, il y a peut-être une piste à explorer pour l'avenir, c'est tout ce que je dis. Et en tout cas, c'est bien que tu aies ajouté ce point tactique là sur l'absence de retour défensif de Léao, parce qu'on le dit pas assez, et c'est vrai que ça peut expliquer que Tonali doit être au four et au moulin, et peut-être ça joue sur son physique, et notamment les fins de match peuvent être un peu plus compliquées. Exactement. Donc, rien d'autre à rajouter concernant Benasser, qui est vraiment notre leader technique au milieu de terrain. Ouais, sur ce point, je crois qu'on sera tous d'accord, à moins qu'Erko nous sorte ça les makers, sait-on jamais. Erko, nous attendons ton top avec impatience. Ouais, écoute, moi j'ai d'abord commencé par Giroud justement, parce que je trouve que, enfin, on ne parle pas beaucoup, mais c'est quand même à la base quelqu'un qui est venu pour faire souffler un petit peu Ibra, et en peu de temps, il se retrouve quand même titulaire, indiscutable maintenant aussi par les moyens aussi, parce que c'est un petit peu ce attaquant qui nous reste, et aussi par des grosses performances qui nous sortent assez régulièrement. C'est le genre d'attaquant que j'aime bien parce que je vais pas dire que c'est le même profil, mais aussi, mais je trouve qu'il y a des ressemblances avec Cavani dans son abattage défensif qui l'empêche parfois d'être un peu lucide devant. Mais c'est quelqu'un qui arrive à un leader silencieux, c'est-à-dire que par les faits et par les matchs accomplis, il arrive justement à rassembler une équipe autour de lui et justement à ressouder quelque chose. C'est aussi un joueur qui sert un petit peu de modèle extérieur, quoi. Donc d'un point de vue professionnel, on ne peut pas lui dire grand-chose, en tout cas sur son extra sportif. Donc évidemment, il n'est pas parfait puisque personne ne l'est, mais globalement, on peut quand même pas dire que c'est un joueur qui fait souvent la une des journaux. Et c'est aussi important pour l'équipe. C'est un joueur qui est très très important, surtout dans le jeu aérien. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons. C'est peut-être le meilleur joueur qu'on a actuellement, peut-être même meilleur qu'Ibra à ce niveau-là, parce que je trouve que d'un point de vue purement placement offensif, je pense qu'il est au-dessus à ce niveau-là. Et surtout sur sa mentalité, il a un physique quand même, à 36 ans, il enchaîne des matchs titulaires, il enchaîne une Coupe du Monde comme titulaire, t'as pas l'impression qu'il est fatigué. Le gars, il a 36 ans et t'as l'impression que c'est un gamin de 20 ans qui chaque année s'améliore encore donc d'année en année. C'est des joueurs qui font un petit peu partie des exceptions, parce qu'il y a quand même pas beaucoup même dans les grands joueurs qui arrivent à faire ça, hormis un Ronaldo ou un Ibra. J'ai pas vraiment d'exemple en tête à part ça. Donc je pense que c'est quand même une grosse chance de l'avoir. C'est un joueur que je me suis rendu compte, en tout cas, il arrive au Milan, qui est grandement justement sous-coté, parce que
voilà, j'aimais bien avant, mais sans plus, voilà, parce que c'était pas un joueur qui faisait rêver, mais quand une fois que tu l'as dans ton équipe, tu te rends compte à quel point il peut être important, et à quel point c'est un grand joueur. Vraiment, il faut utiliser les mots. Il a quand même battu record de buts en équipe de France, même si on peut dire que des matchs amicaux, faut quand même le faire, parce que tout le monde a quand même joué des matchs amicaux. Donc voilà, c'est pas forcément une excuse, mais c'est un joueur qui a une grande influence, peu importe l'équipe où il joue, qui a toujours été respecté par les coachs où il a été. Il est toujours parti en bon terme, même avec Chelsea ou avec Arsenal. Donc voilà, c'est un joueur qu'on parle pas en tout cas comme on devrait en parler. Et je suis content en tout cas qu'il soit là et qu'il soit meilleur encore et que j'attends de voir encore l'année prochaine ce qu'il pourra encore apporter. En deuxième, je vais mettre Benasser parce que voilà, tout le monde en a parlé quand même. Et puis c'est pas vraiment une surprise puisque l'année passée il était déjà exceptionnel. Mais je pense qu'on a beaucoup sous-estimé et moi en premier la perte de Kessié puisque c'est quand même un joueur qui même s'il n'avait pas forcément toujours un niveau extraordinaire, ben, je trouve que ne fût-ce que pour son coffre et son physique, quand même, où il gagnait beaucoup de duels, il était très important. C'était un petit peu comme, voilà, je ne compare pas encore une fois, je ne compare pas les deux joueurs, mais ni les époques, mais comme tu avais un Pirlo qui jouait avec Gattuso à côté, qui faisait un rôle de garde du corps, c'était Caissier à moindre terme évidemment, mais il prenait un petit peu ce rôle-là, ce rôle ingrat qui était justement de dégager un petit peu la zone pour Benasser, pour qu'il puisse briller, ou même avec Tonali quand il jouait avec. Et ici, il a perdu, parce que voilà, Tonali, même si c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, il n'a forcément pas de coffre de caissier qui était une de ses grosses qualités, et encore moins physique. Donc voilà, c'est une manière de jouer. Je pense que c'est aussi un problème tactique, c'est une nouvelle façon que c'est Pioli qui va devoir trouver justement des réglages, et puis mine de rien, ils ont quand même joué combien 2-3 ans ensemble, qui est Benasser Kessié. Donc voilà, les automatismes étaient là, et ici il faut En recommencer un rappelant, petit peu. excuse-moi de te couper, mais en rappelant que Kessie a quand même pris 3 saisons pour devenir bon. Hein. Il a été bon pour la première fois Ouais. sur sa 4e saison. Donc c'est pour ça que je dis Pobega, laissons-lui le temps. Ah oui, clairement, il faut lui laisser le temps, surtout qu'il jouait comme quand il était prêté à Torino. Je pense qu'il jouait dans un rôle plus offensif, hein, voire même délié, je pense. Donc c'est quand même un petit peu rien à voir. Donc maintenant, voilà, il y a quand même avec Pobega un petit problème, je trouve, technique. Maintenant, est-ce que c'est du fait qu'il est mal à l'aise à son poste? Je ne sais pas. Et qu'il est, je trouve, encore un petit peu lent peut-être. Mais après, c'est une question aussi d'habitude, c'est une question d'évolution aussi. C'est le même problème qu'avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Cutler. Il faut laisser le temps aux joueurs. C'est encore des joueurs qui sont jeunes, qui se retrouvent dans une nouvelle position, avec beaucoup plus de pression dans un club qui a des attentes. Donc voilà, il faut laisser un petit peu de temps, mais c'est là aussi que le recrutement a été foiré, parce que je trouve qu'il aurait fallu un joueur qui pouvait faire la transition entre les deux qu'on n'a pas. Donc, mais pour revenir à Benasser, c'est un joueur aussi qui confirme encore de fait 2-3 ans. Et je trouve qu'il n'a pas eu de saison où il a été vraiment mauvais. Il a eu une saison où il était embêté par la blessure. Et techniquement, je trouve que c'est un joueur qui a une très grosse, un petit peu comme, enfin, un petit peu comme Léo, il a une facilité justement technique à dribbler. Léo, c'est parce qu'il peut se rattraper, parce qu'il a un gros physique qui lui permet de rattraper des fois ses petites erreurs techniques. Mais d'un point de vue purement technique, Benasser, c'est peut-être le meilleur joueur qu'on a sur le terrain, parce que je trouve qu'il a une facilité à dribbler l'adversaire, qu'il a envie de dribbler, il le fait. Ses contrôles de balle sont très rarement gâchés. Et il a aussi une bonne vision du jeu. Il arrive justement à toujours voir les joueurs bien démarqués. On va peut-être dire qu'il n'est peut-être pas encore assez décisif, mais voilà, il n'a pas un rôle non plus qui lui permet de l'être forcément souvent. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est extraordinaire et qui doit être pour moi en tout cas prolongé au salaire qu'il demande. Et apparemment, ça a quand même été fait. Mais c'est un joueur qui a une grosse influence et qui pourra devenir, en tout cas, si on continue à évoluer comme ça, l'équipe avec, dans le top 5 européen, dans le milieu de terrain. Et donc pour revenir au numéro 1, voilà, même si c'est pas forcément sa meilleure saison, j'ai envie de dire que c'est Théo parce que pour moi il y a un Milan avec Théo, il y a l'autre qui n'est pas. Et donc on peut pas avoir nos ambitions de bien jouer et de gagner des titres en tout cas si Théo n'est pas là. Je trouve il a une importance beaucoup trop haute sur le terrain. On s'est pas trouvé non plus avec lui de backup parce qu'il y a aucun joueur qui a son profil ni son niveau. On a encore vu aussi un peu à l'image de Giroud, c'est un joueur qui a un coffre qui peut faire des sprints du début de la première à la 90e minute. Et à la différence que je trouve qu'en équipe de France, c'est que Deschamps lui laisse pas beaucoup de liberté offensive que Pioli lui laisse. Donc au milieu, enfin, comment dire, au Milan, tu retrouves souvent aussi au milieu de terrain, même de plus en plus souvent, je trouve vraiment dans l'axe du milieu de terrain, ce qui aide un petit peu aussi Ben Nasser et Tonali à certains moments. Et je trouve il arrive à assumer ce rôle justement. Et je pense que, enfin, c'est un nouveau rôle. Je trouve qu'un peu comme Pirlo avait créé un nouveau rôle quand il a repris quand Ancelotti l'a replacé.
autant je trouve que Pioli avec Théo, il a créé un nouveau rôle en arrière gauche parce qu'il y a aucun joueur, en tout cas, même parmi les meilleurs d'Europe dans les grands noms, même Maldini à sa grande époque. Enfin, je ne dis pas que Théo est meilleur que Maldini, hein, moi, évidemment, mais dans le profil et la façon qu'il a de jouer, de prendre un petit peu deux rôles en même temps, voire même trois quand il joue très offensif. C'est peut-être la première fois qu'on voit un joueur comme ça. On a vu un petit peu Bale qui avait ça à l'époque de Tottenham, mais pas avec autant de régularité et de justesse. Et justement, je trouve qu'on a réussi à gommer un petit peu ces erreurs. Enfin, c'est un nouveau rôle. Je pense que, enfin, c'est peut-être le seul poste où on peut dire qu'on a peut-être le meilleur joueur en Europe actuellement. Et c'est une fierté d'avoir. Et j'espère qu'on va encore regarder des années, en tout cas. Réaction d'Aristip. Yes, je vais réagir sur les commentaires de mes camarades sur Léao et Giroud notamment. Tout d'abord pour Léao, effectivement, je l'ai pas mis dans les tops, hein, bien vu, parce que je le juge peut-être un peu trop, je le juge un peu difficilement. Pour moi, ce gars-là est une star. Hein. Je pense que même s'il a très peu joué avec le Portugal, et je rejoins MJ, j'ai pas trop compris pourquoi. Le peu qu'il a joué, il a mis 2 buts et il a quand même fait des différences. Donc je le juge comme une star et c'est vrai que ces petits trous sur quelques matchs, parfois. Au fait que je l'ai pas mis dans mon top 3. Alors, mais évidemment, si je juge tout le monde à la même valeur, il doit figurer dans les tops aujourd'hui. Hein. C'est quand même le meilleur buteur de l'équipe, du moins en Serie A avec 6 buts. Après, pour en revenir au débat, moi je l'ai jamais trouvé mauvais, en finition. Je pense qu'on n'a pas les stats du nombre de tirs tentés et nombre de buts, mais moi c'est un joueur, je trouve je l'ai jamais trouvé mauvais. Franchement, il en a vendangé un paquet, y compris en Ligue des Champions. Hein. Ah non, moi j'ai pas. En Europa League peut-être, je ne sais plus. Ah ouais, moi je l'ai jamais trouvé vraiment mauvais en finition. Au contraire, je trouvais que parfois, même avec alors je sais plus qui disait ça, c'est peut-être Nico qui disait que il avait une qualité de tir du pied droit assez hasardeuse, notamment en enroulé. Je trouvais que même si c'était assez hasardeux, ça arrivait toujours au fond, parfois par miracle, hein, mais finalement ça arrive souvent au fond. Moi je le trouve assez bon en finition par rapport au nombre d'actions qu'il fait. Au Portugal, enfin avec l'équipe du Portugal et lors de la Coupe du Monde, j'ai trouvé ça dommage qu'il ne soit pas aligné. Je crois que c'était João Félix qui était à sa place sur l'aile gauche. La qualité qu'il a ce garçon par rapport aux autres joueurs portugais qui jouaient sur la ligne offensive, je trouve que c'est le seul dans son registre à pouvoir dribbler de façon arrêtée. C'est-à-dire que s'il est arrêté, il peut quand même te passer un ou deux joueurs, voire 3 joueurs, comme Mbappé peut le faire, sur une accélération. Donc il n'est pas obligé d'être lancé, et ce qui aurait été très bénéfique justement face à des équipes comme le Maroc, puisque le Portugal est sorti face au Maroc de mémoire avec un bloc très bas où Léao justement aurait pu faire la différence plutôt que rentrer à la 70e. Et d'ailleurs c'est lui qui délivre le super centre en faisant la différence sur son côté sur Pépé à la 88e. Je sais pas si vous vous rappelez, qui met la tête à côté alors qu'il est quasiment seul. Mais voilà, avec un Léao effectivement titulaire, je te rejoins MJ, je suis persuadé que le Portugal serait passé. Ici un peu comme Lautaro Martinez qui a vendangé un nombre d'occasions incroyables et qui en finale, on parle beaucoup de l'occasion du joueur français sorti par le gardien Martinez. D'ailleurs tu parlais tout à l'heure de recruter un gardien, je rigolerais bien si c'était lui, mais enfin bon pas. Parce qu'alors lui il aura fait parler de lui. Mais non, je souhaite pas Martinez au Milan, bien sûr c'est une boutade. Mais juste après tout le monde oublie de dire que Lautaro Martinez vendange une tête, mais c'est un but tout fait, mais lui il la met à côté, c'est pas un arrêt du gardien, c'est différent. Donc on en a vu comme ça des occasions manquées. Tu parlais des Marocains, Amrabat, extraordinaire. Incroyable. Super joueur, on le voit avec la Fiorentina, mais avec Fiorentina déjà. Ouais. Avec son équipe marocaine, là il était phénoménal. Bon Aristide, tu vas garder la parole puisque tu vas nous donner ton flop 3. Yes. Au niveau des flops, plus compliqué, j'ai mis un flop mention déshonorable à De Ketelaere. Je viens de le rajouter là parce que je me suis dit que finalement, je parlais des recrues qui avaient été quand même assez du recrutement qui avait été assez compliqué. Je peux pas mettre De Ketelaere, surtout si je mets Origi un peu plus bas encore. Donc voilà, De Ketelaere. Alors voilà, moi j'ai aucun doute sur la qualité du joueur. Erko en a parlé, ça prendra du temps. T'en as parlé MJ sur Kessié, le nombre d'années, 3 ans avant d'être bon. Tonali pareil, ça prendra du temps. J'ai aucun doute sur le fait Tonali pas 3 ans, Tonali 1 an. Oui, un an. C'est pas pareil, ça a pris du temps quand même. Kessié, je me rappelle qu'on le mettait tous dans nos flops à chaque fois, quoi. Ah oui. Je veux dire, c'était incroyable. Donc quand tout le monde me dit, ah ouais, mais on regrette Kessié, Pobega est nul, etc. Attendez, soyez patient. Et c'est pareil pour De Ketelaere. Léao, pareil, la première saison, il était imbuvable, on pouvait pas l'encadrer. Avec Félix qui le défendait ici, je m'en souviens bien, d'ailleurs il avait raison. Mais l'expérience nous apprend la patience. Ouais, tout à fait. Léao et Tonali ont mis 1 an avant d'être bons à peu près, et Kessié en a mis 3 en effet. Ouais. Donc De Ketelaere, voilà, j'ai pas de doute, c'est un joueur de qualité. Là, il a quelques difficultés, mais voilà, je suis obligé de le mettre dans mon mention déshonorable si je dois le juger quand même. Troisième de mon flop, alors ça va être un peu dur, mais moi j'ai mis Rebic
Pourquoi? Parce que j'attendais autre chose de Rebic. Je me suis dit qu'il allait avoir du temps de jeu, qu'il allait pouvoir s'exprimer un peu. Il s'était bien remis de sa blessure, il avait eu le temps de se remettre, puis il n'avait pas trop utilisé pour pas justement trop le flinguer. Hein. Et voilà, je le trouve un peu, malgré 2-3 bons matchs, je l'ai trouvé en deçà, un peu décevant, un peu en méforme, donc je suis obligé de le mettre dans mes flops. Et pardon, en numéro 2 de mon flop, moi j'ai mis Origi. Parce que finalement, à part son match contre Monza, je crois, où on gagne 4-0 et il nous met un doublé et une passe décisive de mémoire, je l'ai trouvé exécrable, enfin moyen mauvais, sinon presque exécrable, hein, notamment contre Cremonese où on a vraiment besoin de lui parce que Giroud tire la langue depuis quelques matchs déjà. Il a d'ailleurs continué un petit aparté à tirer la langue pendant la Coupe du Monde. Hein, j'ai trouvé si on le connaît bien, comme on commence à le connaître, Giroud, on voyait que sur certains matchs pendant la Coupe du Monde, c'était vraiment très compliqué physiquement pour lui. Mais voilà, je trouve que Origi n'a pas du tout rempli sa part du contrat lorsqu'il est arrivé ici, c'est-à-dire faire souffler Giroud, mettre en concurrence Giroud déjà et au pire du pire, faire souffler Giroud et prendre le relais quand Giroud n'est pas là. Et moi, je trouve qu'il a vraiment pas rempli son rôle. Je le trouve lent, pas décisif. J'avoue que je m'attendais vraiment à quelque chose de ce gars qui a de l'expérience en Europe. Hein. On rappelait même s'il n'a pas été titulaire tout le temps à Liverpool, il est quand même champion d'Europe. Il a eu une belle expérience, que ce soit en Belgique en Belgique, pardon, ou à Liverpool. Et je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à, voilà, franchement, alors il a que, entre parenthèses, 27 ans, même s'il a déjà 27 ans. Mais voilà, je suis vraiment déçu de son début de saison où je le trouve vraiment à côté, pauvre techniquement, propose pas grand chose. Même les duels de latex, c'est un joueur assez grand et assez physique quand même. Eh ben, quand Giroud est pas là, on voit qu'ils sont quasiment tous perdus par Origi. Il se replace pas, il est souvent signalé hors jeu. Enfin, moi, je trouve que j'ai l'impression de voir jouer enfin, je vois pas la différence avec un Colombo, pardon, d'il y a 2 ans. Sauf que Colombo avait 18 ans. Mais bon, c'est encore un autre débat. Et enfin, moi, mon flop numéro 1 est finalement le joueur qui m'inquiète le plus sur cette première partie de saison. Et je parlais des difficultés défensives qu'on avait avec 15 buts encaissés en 15 matchs. Bah, c'est Tomori. Tomori, je ne retrouve vraiment, enfin c'est vraiment la grosse mauvaise surprise hein, pour moi. Je ne retrouve vraiment pas le Tomori serein, physique, qui nous protégeait l'année dernière, qui finalement, même s'il n'était pas toujours tout juste hein, dans son placement, on l'a souvent dit, c'est un défenseur rugueux à l'anglaise, donc dans son placement c'est parfois assez, disons, comment dire, peu académique, je dirais, mais il compensait toujours par un physique et par une justesse finalement après où il arrivait physiquement à dégager le défenseur ou faire quelque chose de bien ou un sauvetage de dernière minute. Là, je trouve qu'il est il est à la masse sur pas mal de matchs. C'est Kaloulou qui tient la baraque en défense centrale. Ça fait un peu peur. Moi, j'avoue que j'ai un peu peur sur la première partie de saison de Tomori qui vraiment n'a rien à voir avec le joueur qui nous a fait une saison extraordinaire l'année dernière. Alors j'ai peut-être mal entendu, mais il me semble que tu as fait l'un des plus gros lapsus de l'émission. Tu as dit les duels de latex, donc c'était très drôle. Oups. Je sais pas, je sais que t'étais de sortie, je sais que t'étais de sortie hier soir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, tu m'as bien fait rigoler. Celle-là rentrera dans les annales, sans jeu de mots. On va donner à Feli la possibilité de nous donner son flop. Mon flop. Alors, pour commencer en flop, alors ça peut paraître un peu dur mon flop parce que ce sera pas forcément un joueur sur lequel on a beaucoup d'attentes, mais il est censé remplacer notre joueur qui était notre meilleur joueur l'année dernière et je parle de Tatarusanu, le gardien roumain qui est efficace, autant efficace qu'un plot. Parce qu'on a pris des sacrés buts quand même, hein, et il nous a fait coûter des victoires. Alors des fois on se dit que c'est des victoires, bon, qui ne font pas forcément d'erreur. Je pense notamment contre le Torino où ces 2 buts ne sont pas des grosses erreurs, mais je suis certain que Mike Maignan en aurait arrêté au moins un. Et je pense que la titularisation de Tatarusanu nous fait remarquer à quel point Maignan est un grand gardien et qui nous manque terriblement en ce début de saison. C'est vraiment l'absence la plus notable. Et on sent vraiment que les joueurs sont moins sereins avec le Roumain. On prend un coup franc proche de la surface quand le joueur adverse arrive à cadrer, c'est quasiment un but. Même là, en match amical contre il me semble que c'était contre Liverpool où il se prend un coup franc. Non, c'était contre Arsenal, je crois, où il se prend encore un coup franc. Enfin, vraiment, il s'est pris je sais pas combien de coups francs depuis qu'il est titulaire. C'est pas un hasard s'il a notre priorité pour ce mercato d'hiver, c'est un gardien remplaçant parce que les dirigeants et l'entraîneur et tout le monde s'est rendu compte que c'était pas possible de continuer avec le Roumain, surtout que Maignan risque d'être absent encore un moment. Les joueurs ne peuvent plus. Moi, je vois Tomori. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se prend un but, il va mettre un coup à Tatarusanu. À chaque fois, il s'énerve. Et c'est pas pour rien, parce que j'ai l'impression aussi que c'est un gardien qui a du mal à communiquer. Hein. On l'entend moins
que le français. Et bon, forcément, c'est normal. Hein, le français, c'est un top, c'est vraiment un top mondial à son poste. Et le remplacer, c'est pas forcément évident. Mais là, il y a vraiment un niveau abyssal entre les deux. Et enfin, je sais pas quel est le plus grand abysse entre le niveau de Tataou Sadou et Maignan ou celui de Ballo-Touré et Hernandez. Voilà, c'est nos deux remplaçants qui sont vraiment les plus mauvais, je termine en termes de qualité, et qui marquent vraiment un grand gap entre le titulaire et le remplaçant. Et j'espère qu'on se le remplacer à juste titre, hein, avec un bon gardien. Ça parle beaucoup de Sportiello, qui est, moi je trouve, un très bon choix. C'est un bon gardien qui a un bon second choix, qui est pas non plus très vieux, donc qui pourra nous accompagner pendant quelques années, et puis qui est plutôt bon en pied. Et ça parle aussi de Cragno, qui est encore meilleur. Alors lui plutôt sur sa ligne, mais qui ne joue pas beaucoup avec Monza pour une raison qui m'échappe, hein, et qui pourrait débarquer à Milan cet hiver. Et je trouve que ce serait un excellent choix. Alors je ne sais pas si pour la carrière de Cragno ce serait profitable, parce que au retour de Maignan, c'est clair que il perdra sa place de titulaire. Mais au vu des historiques récents de blessures de Mike Maignan, avoir un second choix comme Cragno, ce serait vraiment excellent. Et j'espère qu'on se dirigera vers un de ces deux gardiens. Voilà. En seconde position, et je me permets de digresser rapidement sur le mercato avant d'entamer ma seconde place. Moi, j'ai réfléchi sur le mercato qu'on a fait, et selon moi, c'est pas un mauvais mercato dans le fait qu'on n'a pas recruté de mauvais joueurs. Pour moi, De Ketelaere, vous l'avez dit, c'est un bon joueur. On voit le talent qui est là. Vranks qui peu à peu se découvre aussi, et on voit que c'est un joueur qui a du talent. Dest, c'est pareil. Alors il a raté son match contre Chelsea, et ça on est tous d'accord là-dessus, mais sinon moi je trouve que ses entrées sont toujours intéressantes, et il fait une très bonne Coupe du Monde. Et Origi, je l'excuse parce qu'il vient quand même d'une grosse blessure, et on va laisser le temps aussi aux Belges de s'installer. Alors j'ai pas non plus énormément d'attentes autour de ce joueur-là, mais je pense qu'il peut apporter plus que ce qu'il l'a fait. Donc pour moi, c'est pas un mercato mauvais, mais c'est pas un mercato de champion, dans le sens où on n'a pas recruté des joueurs prêts à défendre le titre qu'on a acquis. Voilà. Et en ce sens, je mets en flop Pobega et De Ketelaere en deuxième position, tous les deux qui sont selon moi des joueurs avec un certain talent, mais qui ne sont pas prêts. Voilà. Et ils ne sont pas prêts, et on le voit qu'ils ne sont pas prêts, et ça nous coûte des points. Pobega, parce que je pense qu'il n'est pas forcément adapté à notre schéma de jeu actuel, et même s'il peut s'adapter, hein, ça on attend que ça. Mais voilà, j'ai des doutes sur son adaptation dans ce système-là, et quelques doutes tactiques, enfin plutôt techniques aussi, à voir s'il arrive à faire avec sa palette technique. Hein. Il y a des joueurs qui sont pas forcément extraordinaires techniquement, mais qui arrivent à un très haut niveau. Je pense à Kessié notamment, qui sur sa troisième année était excellent, et on est tous d'accord pour dire que ce n'est ni Benasser ni Pirlo, ça peut être tout à fait un joueur précieux, comme tu l'as souligné avant, FJ. Et pareil pour De Ketelaere, qui selon moi voilà, a besoin de son temps d'adaptation, a besoin d'une adaptation tactique aussi, parce que lui aussi il jouait quasiment soit avant-centre, soit milieu excentré en Belgique. Et là, on lui demande de jouer dans le cœur du jeu. On lui demande de faire des retours défensifs qu'il ne faisait pas forcément. Alors, c'est un très bon presseur, mais comme Pobega, il n'a pas forcément le sens du placement tactique que Brahim Diaz a acquis, par exemple. Et voilà, donc ils ont besoin de temps. Et je pense, et j'espère, que ces joueurs-là exploseront. Et je parle pas que de Ketelaere et de Pobega, hein. Je parle aussi de Vranks, de Dest, qui ont tous des cartes à jouer en cette deuxième partie de saison, Origi également. J'espère qu'ils vont tous savoir tirer leur épingle du jeu, et nous profiter également pour arracher ce Scudetto. Et en première place, je rejoins Aristide totalement pour parler de Tomori, qui est vraiment notre point d'interrogation en ce début de saison. Lui qui devrait faire partie de ces cadres que j'évoquais tout à l'heure dans mes tops, hein, qui devrait faire partie de la clique des Giroud, des Hernandez, des Tonali, qui sont bons constamment. Et il a toujours été Tomori. C'est ça qui est particulier avec lui, c'est que il a rarement passé à côté de ses matchs, il a rarement eu des trous d'air avant cette saison. Et là, on sent vraiment que ça marque un point sur sa carrière milanaise. Parce qu'il y a un avant et après cette saison. On verra comment ça évolue. Ça peut être qu'une passe, hein. Il y a plein de fois où ça arrive, hein, des joueurs qui ont une mauvaise passe et qui après reprennent du poil de la bête.
au fur et à mesure du temps. Donc j'espère que c'est ça, parce que sinon ça viendrait poser un gros point d'interrogation dans cette défense, qui pour l'instant est orpheline de Tomori, qui était notre meilleur joueur défensivement jusqu'à là, d'un Kier qui peine à revenir de blessure, et d'un Kalulu qu'on trimballe un peu à droite, à gauche et au centre, et qui ne s'installe jamais vraiment comme titulaire. Donc à voir ce que ça donnera en cette deuxième partie de saison. Erko. Bah, le troisième flop, c'est un petit flop, parce que voilà, il y a plusieurs raisons, mais je mets Origi aussi, parce que c'est un joueur dont j'attendais quand même pas mal. C'est un joueur que je connais bien, parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité. C'est un attaquant qui peut être très complet, et qui a aussi un très beau mental, il a déjà démontré à Liverpool. Et voilà, maintenant, je sais bien qu'il a eu des problèmes physiques, hein. Ça, il a quand même été bien embêté pour la pépin physique, c'était en ce début de saison. C'est peut-être au fait que il doit jouer plus aussi au Milan et qu'il n'était pas habitué à jouer beaucoup de minutes à Liverpool. C'est surtout cette dernière saison. Donc voilà, il y a des raisons qui font que, mais des peu d'impressions qu'il a eu, il m'a pas semblé vraiment à son aise tactiquement. C'est peut-être un autre, c'est sûrement un autre schéma aussi qui était utilisé qu'à Liverpool. Ça a eu de moi différentes choses, c'est certain. Mais il me semble un petit peu aussi usé, en tout cas physiquement. Il me semblait un petit peu lourd, un petit peu comme, j'espère franchement me tromper parce que c'est beaucoup trop rapide pour se faire un état des lieux. Mais un petit peu comme quand Torres a débarqué, on voyait bien que c'était un joueur qui était fini, malgré tout le talent qu'il avait, la grande, énorme carrière qu'il avait. Le joueur qui était chez nous, il n'a plus rien à voir avec. Et j'ai un petit peu l'impression de voir ça. C'est un Origi que je reconnais pas, puisque même ces dernières années à Liverpool, quand il jouait, tu sentais bien que c'était quand même un joueur vif, qui avait certaines qualités. Ici, tu ne le vois plus. Maintenant, comme je l'ai dit, ça peut changer très vite, hein. Il y a peut-être une bonne préparation ici au mois de janvier et tout peut changer. Et en tout cas, pour ces derniers mois, oui, c'est pour ça que je dis que c'est un petit flop, parce que en tout cas, c'est certainement subjectif, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, et où je sais très bien qu'il peut avoir un rôle important à jouer au Milan. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et je sais qu'il peut faire beaucoup mieux. En deux, je vais mettre Tomori, ça me paraît aussi évident, puisqu'on voit déjà, la première chose, c'est qu'on sait très bien que d'un point de vue sportif, il est un petit peu moins rassurant que l'année passée. Moi aussi, j'estime que c'est pas catastrophique non plus. Je trouve qu'il reste quand même un bon rendement. Mais il faut aussi souligner le fait que l'année passée, il jouait avec Kalulu dans l'axe. Ici, les blessures de Calabria et de Florenzi, le manque d'acclimatation de Dest pour le moment, l'oblige à jouer titulaire à droite. C'est donc du coup, entre jouer avec Kalulu et Kier, c'est deux profils totalement différents. Et c'est aussi un problème d'adaptation. Il faut aussi trouver des automatismes. On avait deux défenseurs axiaux qui étaient très rapides et qui étaient aussi rapides que l'attaquant qu'ils affrontaient. Ici, avec Kier, Tomori doit prendre un petit peu un autre rôle. Il doit juste prendre l'attaquant, justement, le rôle de celui qui va souvent revenir pour monter et redescendre aussi pour couvrir un petit peu Kier s'il doit monter. C'est-à-dire qu'avec Kalou, c'était pas forcément le cas. C'est aussi un temps d'adaptation. Alors certes, lui, son niveau est un petit peu moins bon. Voilà, il est un petit peu moins rassurant. C'est peut-être un problème de confiance ou un problème tout à fait sportif que n'importe quel grand joueur peut avoir dans sa carrière et a dans sa carrière. Même n'importe qui, que ce soit Messi ou même Ronaldo, ont déjà connu des périodes un peu plus basses. Donc je m'en fais pas beaucoup plus pour lui. Par contre, pour la première position, ça va peut-être sembler très dur parce que c'est un joueur qu'on adore tous et qui sportivement, évidemment, c'est très bien qu'il fait partie des 10 meilleurs actuellement. Mais pour moi, Maignan, c'est un vrai problème parce que je trouve que pour un gardien, il est beaucoup trop blessé. Et qu'on connaît l'importance qu'a un gardien justement dans l'équipe, encore plus celui qui a un excellent jeu au pied, et que notre deuxième gardien, et comme a dit, c'est Aristide ou Philippe, je ne sais plus, qui a limite un flop, même si c'est pas forcément sa faute s'il se retrouve là. Oui, c'est problématique, parce qu'on a critiqué justement des fois peut-être un peu là, tu durement. pointes le problème du recrutement, tu pointes pas Maignan en tant que tel. Non, mais c'est important de le préciser parce que c'est bizarre de voir Maignan un flop 1 si tu veux. Voilà. Non, mais en fait c'est un flop parce que justement je trouve que il y a un problème avec lui en tout cas. Je pense qu'on peut pas continuer 2 ans avec un gardien comme ça. Comme je l'ai dit, c'est un poste qui est beaucoup trop important. Et j'ai rarement connu un gardien qui était aussi souvent blessé, parce que l'année passée aussi, il était blessé pendant quelques temps. Donc, est-ce que c'est un problème lié justement au gardien lui-même ou c'est un problème du milieu en l'arbre? Je ne sais pas. Mais le problème, il existe. Voilà, un gardien ne peut pas manquer autant de matchs comme ça régulièrement depuis 2 ans. Ici, on peut citer 4 Perrine, qui est une exception, mais Perrine, ça a été aussi problématique pour lui aussi. Il a failli foutre sa carrière en l'air à cause de ça. Et il n'a pas connu, à part maintenant un petit peu à la Juve, mais il était, entre guillemets, sans être méchant, qu'au Genoa, donc il n'avait pas de pression. Et c'est pas un club qui avait des attentes comme nous, on a maintenant. Nous aussi, se retrouver avec un deuxième gardien moyen en Ligue des Champions, c'est problématique. Donc, je trouve que c'est un flop dans le sens que, on ne le voit pas et il peut pas
comment dire, apporter l'influence et tout le métier qu'il doit nous apporter. Et de ce fait, surtout avec le deuxième gardien. Donc, moi je pense qu'on était, on a pris une décision en fonction de la deuxième partie de saison. Mais s'il joue pas plus de la moitié, je pense qu'à un moment, il faudra essayer de passer à autre chose et prendre un gardien qui nous assurera justement 25-30 matchs minimum par saison, parce que c'est impossible de pouvoir passer un palier et d'avoir n'importe quel un minimum d'ambition si on a un gardien qui est absent les 3/4 de la saison. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est pas sa première saison où il fait ça, c'était déjà comme ça l'année passée, un petit peu moins fort. Donc, faut aussi réfléchir à ce cas-là et savoir d'où vient Proder. Encore une fois, c'est ça que je dis, que c'est très difficile de dire que c'est un flop, parce que son talent, sa mentalité, on la connaît, mais c'est un flop dans le sens que il n'apporte plus rien à l'équipe. Dans ces cas-là, vu son niveau et sa stature, oui, sportivement, c'est un flop parce qu'on perd beaucoup au change. Effectivement, le point de vue d'Arco est très intéressant et peut paraître un peu extrême de mettre finalement presque en flop notre meilleur joueur et le meilleur gardien de Serie A et peut-être des meilleurs gardiens du monde. Après, moi, je trouve cette prise de risque de Arco superbe, hein, et moi, je le rejoins assez. Franchement, je le rejoins assez. On peut pas se permettre, dans le fond, il a totalement raison, on peut pas se permettre d'avoir un gardien titulaire absent la moitié de l'année ou un quart de l'année, c'est-à-dire 3-4 mois sur une saison de 9 mois. C'est tout à fait impossible. Comme le dit Arco, c'est pas son coup d'essai l'année dernière, effectivement, il a été absent peut-être de 2 mois, 2 mois et demi. Là, Pioli a fait une déclaration il y a 3-4 jours en disant, normalement, il devrait être là pour mi-janvier, fin janvier, mais rien n'est moins sûr. Donc en fait, oui, à un moment, et je rejoins Arco, il faudra totalement prendre position, que ce soit sur cet hiver, d'ailleurs sur le mercato qui arrive en janvier, ou même l'été prochain, sur ce qu'on fait. Alors pas de Maignan, parce que je pense que voilà, il y aura pas de vente ou autre, mais est-ce qu'on achète un gardien qui finalement soit est un numéro 2 avec Sportiello, Cragno ou que sais-je, ou soit est un numéro 1 bis. Et il faudra se poser la question, parce que sur 2 ans, effectivement, il y a quand même 2 saisons où les performances sont incroyables, mais il y a quand même beaucoup de blessures. Donc je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Arco, ce qui peut paraître finalement assez insensé, mais finalement totalement logique vu l'importance du poste de gardien depuis ce début de saison et même l'année dernière. Pertinent. Ouais. On va rappeler qu'en 2010, on avait Dida et Abbiati sous Leonardo. Ouais. Et d'ailleurs, je m'insurgeais contre l'attitude de Leonardo qui faisait le copinage brésilien. Abbiati n'avait pas le droit de jouer alors qu'à l'époque, il était bien meilleur que Dida. Mais enfin, ça c'est une parenthèse. Feli aussi voulait réagir sur le sujet Maignan. Alors, concernant Maignan, il faut savoir que dans sa carrière, avant de rejoindre le Milan, il a eu qu'une seule blessure musculaire. C'est-à-dire qu'il l'a eu dans sa carrière. Et c'est pas un jeune Maignan, hein. Il est né en 95, il joue depuis un moment, et il a eu qu'une seule blessure musculaire dans sa vie. Donc pour moi, le problème Maignan n'est pas forcément structurel. J'espère en tout cas que ça ne l'est pas et que c'est anecdotique dans l'échelle de sa carrière, parce que l'année dernière, il faut se rappeler aussi pourquoi il est blessé. C'est Luis Suarez qui lui écrase la main et qui lui brise, qui lui casse, je sais plus ce qu'il y a, mais c'était par rapport à ça en fait. C'était Luis Suarez qui est venu en Ligue des Champions lui écraser la main et ce qui lui avait coûté cette absence pendant un moment. Cette année, alors là, c'est quelque chose de plus différent. C'est musculaire, ça n'arrive pas à guérir en fait. C'est pas des rechutes, ce que disent le staff, hein, qui rabâche le staff depuis un moment. C'est que ce n'est pas une rechute, c'est que la blessure ne parvient pas à guérir et qu'il il sent toujours une gêne en fait au niveau du mollet, je crois. Donc effectivement, ça arrive cette saison et c'est très pénible, faut le dire. Hein. C'est très agaçant parce qu'on voit que il nous manque et que c'est un poste primordial. D'autant plus que l'année dernière c'était notre meilleur joueur. Mais de là à dire qu'il faut réfléchir aux solutions. Alors certes, si ça continue l'année prochaine, dans 2-3 ans, oui, d'accord. Mais pour moi, c'est pas un problème profondément lié à Mike Maignan. Ce sont des problèmes qui sont venus de l'extérieur, notamment l'année dernière. Cette saison, c'est musculaire, mais à voir comment il revient de cette blessure-là. Il est arrivé que des gardiens ont raté des saisons entières à cause d'une blessure. Hein. Buffon a raté une saison, Neuer a raté des saisons, et là, il va en rater une nouvelle à cause de son genou ou de son pied de jambe cassé au ski là. Ça arrive que des gardiens se blessent sur le long terme, hein, pendant des saisons. Alors si ça s'enchaîne sur saison après saison, effectivement là c'est agaçant, effectivement il faut réfléchir à autre chose. Mais dans notre cas, pour moi, ce qu'il faut, c'est vraiment un second gardien. Alors, on peut parler de gardien 1 bis, hein, mais c'est juste un bon second gardien qui est pas forcément un top à son poste. Hein, mais rien qu'un mec comme Cragno, qui est pas forcément le meilleur gardien d'Italie, mais qui est vraiment solide et qui a prouvé avec Cagliari qui est un très bon gardien. Pour moi, c'est totalement suffisant. Très bien, dernière partie, les objectifs, les ambitions, les perspectives, les pronostics, le mercato en vrac. Voyons quelles sont les attentes d'Aristide.
Alors, tout d'abord, sur le mercato, voilà, j'espère naïvement, hein, comme depuis 2 ans maintenant, un renfort sur l'aile droite, puisque je rappelle que Selmakers revient de blessure et qu'on a joué en tant que titulaire avec Messias notamment, voire même Rebic, hein, qui a parfois dépanné sur l'aile droite. D'où des performances assez peu convaincantes finalement. Donc j'attends naïvement toujours un renfort à ce poste-là. J'attends toujours aussi un remplaçant, non pas en MO, parce que je pense que finalement on est assez garni avec un Diaz qui fait, on n'en a pas parlé du tout lors de cette émission, mais Brahim Diaz qui fait un début de saison pour moi tout à fait assez convaincant, hein, pas en tant que numéro 10 titulaire évidemment, mais en tant que dans la rotation, je trouve quand même très intéressant ce début de saison. On a De Ketelaar aussi qui doit s'adapter et qui doit avoir du temps de jeu à ce poste, donc il faut absolument continuer à jouer aussi avec lui. Krunic qui peut dépanner. Donc finalement, moi, le renfort, je le vois plutôt, j'en ai parlé lors du mercato, mais vraiment un remplaçant à Théo Hernandez, parce qu'on peut pas se permettre d'aligner un Ballo-Touré, ne serait-ce que 3 matchs dans l'année. C'est pas possible. On peut pas se permettre, avec les rouges que peut avoir Hernandez, la méforme, quand il doit même se reposer normalement, d'aligner un Ballo-Touré qui, pour moi, n'a pas le niveau pour jouer titulaire en Serie A dans n'importe quelle équipe, hein, même pour une équipe comme Cremonese, je le verrais pas titulaire, ce gars. Donc il nous faut un remplaçant, que ce soit même quelqu'un de la Primavera. Je sais pas ce qui se fait en Primavera en tant que défenseur gauche, mais enfin, je vois pas en quoi ça peut être pire que Ballo-Touré. Et si on n'est pas capable ou qu'on veut pas, comme d'habitude, recruter en interne ou promouvoir plutôt en interne, dirais-je, eh ben prendre un remplaçant tout à fait viable, un Italien, un jeune. Il y a quoi? Il y a Parisi. Je sais pas ce qu'il fait cette année. Je l'avais vu l'année dernière, mais je sais pas ce que ça donne cette année. Donc voilà, il y a, je pense, quelques jeunes Italiens qui doivent pas coûter très cher et qui peuvent faire un bon remplaçant à Théo Hernandez. Et enfin, en dernier renfort du mercato, j'aimerais bien un gardien. On a parlé de Sportiello, effectivement, vu la blessure de Maignan qui semble s'éterniser, enfin du moins la récupération qui semble s'éterniser. J'aimerais bien un gardien. Donc voilà, 2-3 postes à renforcer. Et pour les perspectives, les pronostics, moi j'aimerais bien. Moi, je ne crois pas du tout au titre. Hein. Effectivement, j'ai fait une erreur tout à l'heure en disant qu'on était à 11 points du Napoli. On est qu'à 8 points, mais finalement déjà à 8 points, vu le rythme infernal imposé par ce Napoli-là depuis le début de saison. Je pense que la trêve, d'ailleurs, vient au meilleur moment pour le Milan, parce qu'on était vraiment sur des résultats et un jeu catastrophique, alors que le Napoli n'arrêtait pas d'enchaîner. Donc je pense qu'il y aura une deuxième vraiment saison dans la saison, avec cette deuxième partie de saison, mais je ne nous vois pas quand même revenir. Je pense qu'on est trop loin, d'autant qu'on va plus, pour moi, regarder derrière nous que devant. Hein. On rappelle qu'on a que 3 points d'avance sur l'Inter qui est cinquième, donc c'est-à-dire qu'on a 3 d'avance enfin 3 points d'avance sur la Ligue Europa finalement, ce qui est pas grand-chose. Hein. Donc voilà, je nous vois terminer 3e du championnat. Ça dépendra aussi beaucoup, hein, comme on en a parlé, du rétablissement ou non de Mike Maignan. Et en Ligue des Champions, allez, je nourris peut-être un peu plus d'espoir avec finalement les 8e de finale qui nous opposera à Tottenham. Alors pour moi, on est plus sur du 60% Tottenham, vu l'expérience qu'ils ont et les joueurs de qualité, et 40% Milan pour passer en quart. Mais et puis d'autant qu'on a quand même un passé avec eux et avec les équipes anglaises qui finalement nous réussissent très peu en Ligue des Champions, même en Ligue Europa, hein, puisqu'on se rappelle des résultats avec Manu l'année dernière, ou il y a 2 ans plutôt, et avec Arsenal. Voilà, je nous vois quand même passer en quart de finale. J'espère qu'on sera dans le top 8 de ces équipes en Ligue des Champions, et je pense qu'on a de réelles chances, bien plus que de gagner la Serie A cette saison. Donc voilà pour les perspectives. Alors petit point en réaction, tu parlais de jeunes Italiens pas chers, je vais rappeler que les jeunes Italiens sont rarement chers en réalité. Le truc c'est qu'il faut s'y intéresser avant qu'ils soient appelés par Mancini. Hein, c'est évident qu'il faut savoir déceler les potentiels, je l'ai déjà dit, j'avais fait quelques démonstrations à ce sujet lors de la 415e spéciale sur l'italianité justement, et j'avais rappelé que la plupart des jeunes Italiens transférés l'étaient pour pas grand chose en réalité. Et j'en profite également pour signaler que je crois que Abate fait du très bon travail avec les jeunes, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et dernier point, puisque ça me vient comme ça à l'esprit, donc je réfléchis en même temps que je parle. Calabria, on n'a pas cité son nom encore, j'espère qu'on va vite le revoir et surtout qu'on le reverra à un bon niveau, parce que Calabria c'est un coup bon, un coup pas bon, hein, il nous a montré qu'il était capable de faire de grandes saisons, le souci c'est que les blessures le handicapent, et si on retrouvait un Calabria à son meilleur niveau, qui n'est pas le niveau de Javier Zanetti ou de Zambrotta bien sûr, mais Calabria à son meilleur niveau fera beaucoup de bien également à ce côté droit. Feli, quelles sont tes perspectives pour cette deuxième partie de saison? Digression sur Calabria, je te rejoins là-dessus parce que Calabria, le problème c'est que c'est un joueur fragile, mais il y a une différence avec Calabria sur le terrain. Parce que dans les relances, alors il relance pas toujours bien, mais on compte toujours quasiment sur lui pour relancer la balle proprement quand il n'y a pas Kier en défense centrale. Et vraiment, c'est un joueur qui manque parce que Kaloulou est un très bon joueur. Défensivement, il est très correct, mais c'est pas la même chose qu'avoir un vrai latéral au poste de latéral droit. Et Calabria en est un.
Et il nous manque en ce début de saison. Je pensais pas dire ça un jour, mais moi j'ai trouvé qu'il nous manquait Calabria en ce début de saison parce que voilà, dans les premières relances, avant de passer au milieu de terrain, bah, c'est souvent à lui qu'on passe la balle ou à Maignan d'ailleurs. Donc nos deux fers de lance derrière étaient pas là. Donc c'est vrai que ça nous a manqué, notamment sur cette fin d'année. Et puis accessoirement, Euh, il a un très bon état d'esprit et je pense que c'est un Bien élément sûr, fédérateur de l'équipe. Il n'est pas capitaine pour rien, hein. bien sûr. Concernant le mercato, et je reviens également sur ce qu'on a dit concernant Ballo-Touré, alors moi, j'attends rien du tout du mercato. Moi, je suis pas du tout convaincu par les belles paroles de notre nouveau président. Pour moi, on restera sur du Elliott et le Elliott fait souvent avec ce qu'il a et donc à moins d'une grande opportunité. Moi, je ne vois pas Valo Touré partir. Je pense qu'il partira cet été parce que, comme Tata Oussano, je pense que tout le monde s'est rendu compte du niveau exécrable de cette personne-là. Mais en même temps, être remplaçant de Théo Hernandez, c'est pas pareil qu'être remplaçant de Mike Maignan, qui sur les 2 dernières années était blessé. Théo Hernandez, c'est quelqu'un qui se blesse rarement. Alors de temps en temps, il peut prendre un rouge, mais il laisse peu de miettes et peu de place à sa doublure. Et il faut quelqu'un qui accepte cette place un peu à gratte. Un mec comme Parisi, moi j'adore ce joueur-là. Moi je regarde beaucoup l'Empoli et je trouve que Parisi c'est vraiment un très bon jeune, mais il faut pas qu'il vienne chez nous. Déjà il coûtera trop cher pour un remplaçant de Théo Hernandez qui jouera, et même pour lui c'est pas bénéfique. Il jouera pas assez pour exploser et c'est pas comme si c'était un joueur qui jouait à un autre poste. Donc à la limite qu'on prenne un défenseur polyvalent qui peut jouer à gauche et défenseur central, pourquoi pas? Parce que là ça aura du sens. Il pourra jouer à 2 postes, il aura plus de place. Mais prendre un mec aussi talentueux que Parisi, ce serait dommage. Voilà, faut trouver une sorte de Florenzi, mais qui joue à gauche, qui est capable de sacrifier, voilà, qui est capable de faire ses tâches un petit peu ingrates. Et on avait d'ailleurs, ça me fait penser, vous parlez tout à l'heure de la Primavera, mais on avait un joueur qui jouait à ce poste-là. C'était le hongro-serbe ou le serbo-hongrois, je ne sais pas, Miloš Kerkez, qui Ah oui, maintenant joue aux Carcass. Pays-Bas et qui s'éclate. Qui s'éclate aux Pays-Bas et même en Ligue Europa, il est à je sais pas combien d'assists là-bas. Ah Alors bah c'est un Yaon, t'es joueur bien plutôt un peu. renseigné, hein, parce que je t'avouerai que là, pour moi, j'avais Ah complètement mais oublié ce parce que joueur-là. parce qu'il a fait parler un peu de lui, vu qu'il a eu des très bonnes performances en Europa League, c'est maintenant un joueur qui est à ses côtés sur le marché. Et c'est dommage parce qu'on lui a jamais fait confiance. Et pourtant, on savait qu'il avait un certain talent. Enfin voilà, c'est le problème aussi. Hein, il est pas parti pour rien. C'est-à-dire qu'il est parti pour exploser. Il n'aurait jamais explosé chez nous avec un mec comme Théo devant. C'est un peu le problème de ce poste-là. Et c'est à peu près, enfin, c'est pas pareil du tout, mais pour en revenir au poste d'ailier droit, je crois pas du tout qu'on va recruter quelqu'un ce mercato. À mon avis, tout sera fait en été. Enfin, j'espère. Certains disent que ce sera le gros investissement de l'été prochain, mais c'est vrai que c'est une tâche ingrate parce que peu importe qui viendra à ce poste-là, il faudra quelqu'un qui sache se sacrifier aussi, vu qu'on a vu que dans notre schéma asymétrique, l'ailier droit est celui qui doit venir défendre. On peut prendre qui on veut, il sera forcément bridé par ces tâches-là, par cette animation-là, et on voit, enfin c'est pas impossible qu'on prenne un joueur qui est même pas forcément ailier droit de vocation, puisqu'on doit trouver ce joueur-là à vocation défensif, voilà. Et ce sera pas forcément évident. À voir si d'ici là on aura peut-être trouvé un autre schéma. Pourquoi pas un milieu à 3 qui nous permettra d'imperméabiliser un peu plus. Imperméabilisé. Voilà, j'ai eu du mal. Ce milieu de terrain là, parce qu'on a vu c'est un des gros soucis, c'est un de nos gros soucis cette année. Donc qui sait si on était Pioli voudra pas changer de schéma. Il a parlé déjà de schéma à 3 derrière, à 3 au milieu. Donc on verra si la question de l'ailier droit se posera encore cet été-là. En tout cas, ce que je voulais dire juste, c'est que moi, je compte pas du tout sur le mercato. À mon avis, on finira la saison avec Messias et Saelemaekers, malheureusement, à moins qu'un Dest se révèle à ce poste-là, mais j'y crois pas trop. Concernant le championnat, bon, j'ai envie de dire que l'année dernière, au même point, on n'y croyait pas non plus. Et au final, on a gagné le titre. Donc, moi, j'y crois pas non plus cette année. J'espère qu'on se trompera comme l'année dernière. Sinon, au moins qu'on assure ce top 3 parce qu'il n'est pas encore assuré, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas encore assuré, mais qu'on reste
perpétuellement et continuellement et régulièrement en Ligue des Champions, c'est l'objectif premier de cette équipe-là. Et qu'on y parvienne, ce serait bien. Ce serait bien qu'on soit deuxième, premier. Bon, on verra. En Ligue des Champions, ce qui est paradoxal, c'est qu'on affronte une équipe de Conte. Et Conte, à titre personnel contre le Milan, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il a toujours su nous déjouer et on a un record extrêmement négatif face à cet entraîneur-là. Et surtout que des équipes qui restent derrière pour jouer en contre-attaque, eh ben on a du mal. On a du mal. Nous, on préfère des équipes qui jouent justement, qui sont ouvertes et que face à Conte, ce sera pas forcément le cas. Mais en même temps, Conte, c'est l'entraîneur qui perd contre Galatasaray avec la Juventus en Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qui a un record négatif en Ligue des Champions. Donc on verra ce qui jouera de notre côté. Est-ce que c'est son record négatif en Ligue des Champions ou est-ce que c'est son record positif contre le Milan? On verra un petit peu comment ça se décomptera. Mais c'est vrai qu'on a des chances. C'est plutôt un tirage positif par rapport aux autres. Donc il y a bon espoir quand même qu'on passe un quart de finale. Je sais pas s'il y a plus de chances qu'on aille en quart qu'on finisse premier. L'avenir nous le dira, mais c'est une possibilité. Et puis alors il y a une autre question qu'on n'a pas encore posée. Reverrons-nous Zlatan sur un terrain de foot? Hein, Erko, on attend également peut-être ça. Et puis si on le revoit, à quel niveau? Parce que c'est une grande inconnue. Lui a dit qu'il souhaitait rejouer, mais alors son état physique quand même pose des questions. Donc je te donne la parole bien évidemment sur toutes ces questions-là. Mais si tu as un mot à ajouter sur Zlatan, c'est pas mal parce que finalement c'est aussi Monsieur Titre. Alors Monsieur Titre qui a 41 ans ou 40 ans, je ne sais plus quel âge il a exactement. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un, lorsqu'il était sur le terrain, lorsqu'il est arrivé il y a 2 ans et demi, qui nous a quand même beaucoup aidé, à la fois collectivement, parce qu'on sait qu'il a fédéré ses joueurs, on sait quel pouvoir il a dans le vestiaire, mais également techniquement, parce que quand il est arrivé en tout cas, il était très bon. Ah bah, le problème, oui, c'est que Zlatan, on sait très bien que physiquement, je pense qu'il voilà, il est toujours capable de nous surprendre et de revenir à un très bon niveau. Le problème, c'est déjà est-ce qu'il va faire déjà, et puis pour combien de temps, parce que voilà, les grosses blessures après un certain âge, ben, ça a beaucoup plus de temps à récupérer. Ici, on n'a même pas de date exacte quant à un de ses retours, on sait même pas s'il a repris un quelconque entraînement individuel, donc c'est un peu compliqué de savoir s'il va revenir. Par contre, je trouve que c'est là aussi où j'adore le joueur, c'est que quasiment à chaque match, il est sur le banc en train de justement de supporter ou voire même limite enfin pas dire de diriger, mais en tout cas d'encourager l'équipe. Et je trouve que son influence, comme tu l'as dit ici, elle est beaucoup trop importante. Et c'est pour ça qu'il est là à chaque match et qu'il faudra penser aussi à l'après-carrière footballistique. Et je pense que ce serait important justement dans le projet du Milan de garder tout près, en tout cas proche des joueurs. Je pense qu'on arrive évidemment sur la fin de sa carrière professionnelle d'un point de vue donc, sur le terrain. Maintenant, voilà, faut penser aussi que dans un vestiaire, il est très proche. Donc, pourquoi pas comme adjoint ou alors dans le staff de Pioli, en tout cas, mais lui donner un rôle proche du terrain, justement, parce que comme tu l'as dit, il a une capacité à fédérer et à se faire respecter partout où il va. Et donc, autant en profiter et peut-être de préparer peut-être un avenir aussi, peut-être même d'entraîneur pour lui par après. Mais en tout cas, dans les 3-4 prochaines années, on a besoin de lui pour continuer notre projet. Et est-ce qu'il va revenir à son top niveau? Bah, évidemment, si je veux être un peu réaliste, j'en doute. Mais on avait déjà dit ça quand il s'était blessé avec Manchester et il est quand même revenu à un très bon niveau. Donc, avec lui, on sait jamais, parce que d'un point de vue physique, il est un petit peu extraordinaire à ce niveau-là. Il a pas la même capacité que nous. Hein, faut être réaliste. Après, est-ce qu'il va réussir à gagner ses derniers combats? Je ne sais pas. Et justement, ça fait aussi partie des problématiques, c'est qu'il y a que Giroud pour l'instant qui est tout seul en pointe et qu'on a Origi, ben encore en attente de lui. Donc voilà, comme ça a été dit, le mercato, à mon avis, je suis persuadé aussi que ça ne bougera pas cet hiver, parce que déjà parce que c'est beaucoup trop tôt pour la nouvelle direction, et puis je pense aussi que c'est un petit peu une direction à la Elliott qui va peut-être nous prendre sur du long terme, mais qui va faire des coups intelligents et justement essayer de valoriser des joueurs plus que Et de c'est bien triste, et c'est bien triste. Quel dommage, mais quelle tristesse. Franchement, moi quand je souhaitais un vrai repreneur, un vrai passionné, hein, comme celui de la Fiorentina, Comiso, si je me trompe pas, ou j'ai peut-être oublié. ouais. Voilà, Oui, ce genre de personne là, capable d'investir, hein, et capable aussi de s'intéresser réellement au football et pas juste de faire du fric. Et ça, franchement, c'est navrant. Et voir notre équipe, notre Milan, quand même, un club un club centenaire, un club qui nous a fait rêver, qui a été sur les sommets de la planète football européen en tout cas, mais même football mondial, dirigé, présidé, possédé en tout cas par des propriétaires comme ça. Moi, c'est navrant. C'est la fin du football pour moi, ça. Bah, c'est quand même beaucoup trop tôt pour en parler, parce que voilà, je trouve qu'on peut pas beaucoup critiquer Elliott parce qu'il nous a quand même sauvé quand même d'une très belle mauvaise passe financière quand même. On a quand même bien remonté.
Voilà, on a quand même, c'est vrai Oui, qu'il mais nous tend quelle beaucoup. passion, quel investissement, quelles attentes, sur pareil, quelle perspective sur le long terme, tu comprends? Parce que c'est bien d'assainir les comptes, on est tous d'accord, personne dit le contraire. Mais enfin, quel résultat sportif? On a été champion, c'est vrai, donc à ce niveau-là, Elliott, formidable. Mais on voit pas énormément de perspectives pour franchir encore un palier, c'est ça que je veux dire. Et si Mais, Cardinal et c'est la même chose que Elliott, bah, on est parti encore pour quelques années, mais ça va être une course de fond. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour en parler? Parce qu'on savait très bien qu'Eliott, depuis le début, ils étaient juste là parce que l'autre a fait faillite et qu'ils ont dû reprendre et qu'ils allaient juste nous valoriser pour mieux nous revendre. Ça, c'était assez clair depuis le début. Mais je trouve que malgré ça, quand même, ça a aussi profité à faire gonfler certains sponsors. Je ne sais plus si c'est avec Adidas ou avec Fly Emirates, où justement, on a quasiment doublé justement ce qu'ils vont nous verser chaque année. Maintenant, on a 30 ou peut-être 35 millions. C'est un gros sponsor comme ça qui a évolué. On a aussi plus de perspectives justement pour le merchandising à l'extérieur, ou aux États-Unis, etc. Donc il y a un vrai travail qui est fait et qui pourrait être profitable dans les futures années et qui à ce moment-là, on pourra peut-être avoir, et ça se trouve peut-être même cet été, voilà, parce qu'on n'a absolument aucune info qui filtre. Mais on sait absolument pas quel sera le budget, on sait absolument pas quelles sont les intentions justement de Cardinal. C'est peut-être ça c'est peut-être même ça le petit reproche, c'est que on ne sait pas dans quel but Cardinal a repris le Milan. On ne sait pas si ce sera le seul propriétaire ou s'il sera partagé avec 40 autres personnes. Ou si ce sera lui qui aura vraiment le dernier mot. On n'a aucune idée à ce niveau-là. C'est un petit peu dommage. Mais ici, je pense que oui, le mercato, à mon avis, je pense qu'on n'aura absolument rien. Je pense aussi. Même si on parle quand même très très fortement d'un gardien, en tout cas via l'évolution de Maignan. Et on parle beaucoup justement de Cranio ou de Sportiello. Mais si on devrait prendre en tout cas un numéro 1 bis, et on en parle aussi de un nom, c'est ça que je me permets de citer, c'est Vicario d'Empoli, qui est encore relativement jeune, qui a quand même, qui sort d'une très bonne saison, qui est encore dans la continuité, qui pourrait pas coûter trop cher, puisque c'est pas non plus un grand gardien confirmé, que c'est justement un bon coup qu'on pourrait justement prendre et qui pourrait évoluer justement tout doucement en prenant le rôle de vice-médian pour commencer en tout cas. Et voilà, c'est un gardien aussi qui sera en plus, voilà, italien, ça c'est quand même aussi pas mal aussi, même si c'est pas évidemment une priorité dans l'absolu. Mais en tout cas, faut aussi penser aussi à ce rôle-là et on en parle fortement. Mais je pense que le côté droit va quand même être problématique parce qu'effectivement on recrutera rien et je pense que ça va quand même nous coûter des points parce que déjà c'est deux joueurs qui ont été blessés pas mal de temps, il faut qu'ils retrouvent leur niveau en tout cas physique. Mais puis c'est deux joueurs qui sont quand même si c'est Makers, il a quand même sorti, il peut sortir des bons matchs par moment en tout cas. Mais voilà, pas suffisamment pour être titulaire, en tout cas indiscutable. Et je pense que ça va grandement nous handicaper, surtout quand on va jouer contre Tottenham, qui joue justement avec des ailiers qui vont beaucoup nous embêter à ce niveau-là. Et je pense que ça aurait été pas mal, ne fût-ce que de prendre un joueur en prêt, ou comme ça a été dit précédemment, de replacer Dest, même si je suis pas forcément sûr que ce soit une bonne idée, parce qu'il n'a jamais vraiment joué à ce rôle, en tout cas pas longtemps, au tout début de sa carrière. Mais voilà, encore une fois, il y a rien qui filtre, donc on peut pas non plus, pour l'instant, en tout cas, juger trop vite. Mais je pense que, comme ça a été dit, la Coupe du Monde a été bien parce que ça a arrêté les matchs du Milan. Mais le problème, c'est que si on va reprendre comme ça, ben, les problèmes seront encore là. Et si Naples continue à ce rythme-là et que la Juve reprend confiance, hein, parce qu'on n'en parle pas non plus, mais même si elle n'est pas très bonne sur le terrain, ça reprend tout doucement, ça met beaucoup de jeunes sur le terrain, ça fait un petit peu comme après Calciopoli, c'est une Juve qui monte en puissance avec beaucoup de jeunes. Donc, faut pas sous-estimer. Donc, pour moi, la priorité, c'est pas forcément des titres, parce que voilà, je veux pas être défaitiste, mais je ne pense pas qu'on le jouera. Mais c'est surtout qu'on doit garder, c'est même pas la deuxième ou la troisième place qu'on doit viser, mais c'est juste la qualification avec des champions. Moi, une qualification, même quatrième, tout juste sur le champ, je serais content parce que ça fait quand même ça ferait 2-3 ans qu'on se qualifierait avec des champions. On aurait quand même passé un cap en allant en huitième. Donc, mes ambitions vont pas être beaucoup trop hautes pour cette année, mais il faut en tout cas confirmer notre place avec des champions, même finir quatrième, pour pouvoir continuer d'avoir un budget cohérent et pouvoir espérer pouvoir recruter deux ou peut-être même trois bons joueurs cet été pour continuer à passer un palier. Mais on peut pas, en tout cas, on peut pas rester inactif ici. Le mercato d'hiver sera handicapant, ça c'est certain. Mais en tout cas, je pense pas que notre chance va continuer comme ça encore très longtemps dans les matchs qu'on a eu, puisqu'on a gagné un petit peu tout juste. Mais je pense qu'on va très fortement ressentir et j'espère en tout cas l'intégration d'un ou deux petits jeunes comme ça qui pourraient jouer à des postes clés comme un Lazetic qui justement réussit plutôt bien en Primavera pour le moment et qui a montré des qualités techniques aussi. Puis il a joué un match, je pense que c'est récemment un match amical avec le Milan où il était plutôt bon. Donc pourquoi pas lui faire grapper quelques minutes à ce niveau-là et surtout donner plus de confiance à Franks aussi qui le mérite, qui est un joueur qui était très très bon en Malines quand il a éclaté à 16 ans en première division.
et qui a des grosses qualités techniques et qui pourra faire du bien, qui pourra même jouer au poste de numéro 10, qui est aussi un petit peu controversé, en tout cas pour le moment. Donc donner un peu plus de confiance à ce qu'on a en interne, aux joueurs qui jouent pas beaucoup pour le moment, quitte à ne pas recruter en tout cas cet hiver. Alors tu parlais de la Juve qui sort quelques petits jeunes, c'est vrai que le Miretti là il est pas mal du tout, hein. Je l'ai vu jouer un petit peu, c'est une trouvaille, moi je le connaissais pas ce joueur et franchement beaucoup de talent. J'étais content aussi de les voir récupérer Chiesa peu de temps avant la Coupe du Monde, qui a trouvé les moyens de faire une passe décisive sur l'un des derniers matchs, donc Chiesa il faudra compter avec lui. Il est possible que le niveau de la Juve change radicalement grâce au retour de Chiesa, alors peut-être pas à 100% tout de suite, mais ça fait partie de ces joueurs un peu comme Savicevic qu'on avait au Milan ou à l'époque, eh bien qui sont capables de faire la différence. Bon, donc on passe au mot de la fin et c'est vrai que tu as parlé de la Coupe du Monde, Erko. Alors évidemment, moi je suis obligé de dire un petit mot sur le football des nations qui m'aura encore bien diverti pendant un mois. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des équipes de foot représenter leur peuple. Et d'ailleurs, les peuples ne s'y trompent pas parce qu'il y a encore des records d'audience qui ont été battus, hein. On a eu le record pour un match, je crois même pour le record de la télé française, me semble-t-il, pour une seule chaîne, hein, avec 24 millions de téléspectateurs. C'est du jamais vu dans l'histoire de la télévision française. Ça fait plaisir aussi de voir ces joueurs chanter leur hymne à l'unisson et porter fièrement leur drapeau. Ça tranche en fait avec le côté mercenaire, millionnaire qui change de club tous les 2 ans. Hein, c'est vrai que c'est vraiment deux footballs là, et moi le football des nations, vous le savez, c'est mon dada, c'est ma passion, et je dois dire que j'ai vraiment vibré pendant un mois. Alors c'est vrai qu'aussi pendant un mois on m'a bien chambré, on m'a demandé avec ironie ce que devenait l'Italie, et j'ai été contraint de répéter mon antienne, c'est-à-dire que l'italophobie de nos dirigeants de club avait détruit l'équipe nationale, que les Nesta, Cannavaro, Gattuso, Totti n'ont jamais été remplacés, ou plutôt si, mais pas par des Italiens, contrairement à ce qui s'était passé pendant un siècle, et le résultat on le connaît à la fois pour nos clubs et pour la nationale. Et le seul motif d'espoir pour moi à long terme, c'est le projet de Gravina d'imposer 12 Italiens par effectif, ce qui est très insuffisant à mes yeux, mais un premier pas nécessaire et souhaité par beaucoup d'Italiens si j'en crois les réactions sous les articles des différents quotidiens transalpins, et si j'en crois aussi le résultat des élections. Alors évidemment, il n'est pas du tout question ici d'émettre une quelconque opinion sur le pouvoir en place, hein, ça m'intéresse pas d'ailleurs, mais force est de constater, si on regarde juste les programmes, simplement que le peuple italien se soucie de son identité, et il serait peut-être temps pour le football de répondre également aux attentes du peuple, surtout lorsque la méthode inverse démontre son inefficacité depuis 20 ans. Et je vais demander à Aristide son mot de la fin. Bah, sur le mot de la fin, je vais rebondir également sur la Coupe du Monde, hein, comment passer à côté, j'ai envie de dire, vu ce qui s'est passé ce dernier mois. Je vais prendre un point très précis sur la Coupe du Monde. Je vais pas parler des matchs parce qu'effectivement on en a bien parlé et le plaisir de revoir les sélections nationales. J'ai vu une vidéo sur RMC Sport il y a 2-3 jours peut-être. Je sais pas si vous l'avez vu, où je pense que c'était Dugarry et Leboeuf, du coup les champions du monde 98, qui parlaient du niveau des sélections nationales. Depuis leur départ en retraite, notamment, depuis ce qu'ils avaient connu aussi, eux, à leur grande époque, dans les années 90 et 2000. Et ce qu'ils disaient, c'est que c'est assez intéressant. Ils disaient, alors après, ils disaient qu'en gros, le niveau des sélections avait énormément baissé, notamment en Europe. Hein, ils ciblaient principalement l'Europe, mais aussi un peu l'Amérique du Sud. Et ils disaient, voilà, en Italie, on savait qui on affrontait. On affrontait lui. Au Brésil, on connaissait toute l'équipe, il y avait eux. Et ils se sont fait démonter. Il n'y avait pas d'autres mots, hein, sur les réseaux sociaux, parce que voilà, on les a traités évidemment de réactionnaires, des gars de 50 balais passés qui effectivement, connaissaient moins les joueurs forcément. Et pourtant ils ont raison. Raison, parce qu'il y a plus, excuse-moi Aristide, je suis obligé de le dire, mais promis, je te rends la parole, mais simplement parce qu'il y a plus les associations de joueurs. L'Italie 94, c'est l'ossature du Milan, c'est-à-dire des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble toute la saison. Et ça c'est très important. L'ossature de l'équipe de France à l'époque, c'est l'ossature de l'OM qui arrive en finale de Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était pas des individualités qu'on piochait comme ça. Sassuolo, il y en a une, à l'Inter, il y en a deux, en série B, parfois on va piocher, etc., parce qu'on les trouve plus ailleurs. Il y avait des joueurs qui avaient des automatismes, justement, Dugarry jouait avec Zidane et Lizarazu à Bordeaux, ils se sont connus comme ça, ils ont été formés ensemble, donc il y avait toute l'aile gauche de l'équipe de France, comme il y avait à un moment donné les trois, même si ça n'a pas duré longtemps, Pedros, Loco et Wedek, d'accord, les trois Nantais, puis Karambeu juste derrière. Donc ça on peut plus le retrouver, pourquoi? Parce qu'il est très difficile de le retrouver en Europe, quel que soit le pays, des clubs qui alignent 5-6 joueurs du pays. Je te rends la parole. Ouais, totalement. Et du coup, j'allais dire, moi, j'ai que 30 ans, donc finalement, j'ai pas vu tant de Coupe du Monde que ça, puisque j'ai commencé vraiment en 2006 à regarder vraiment tous les matchs. Mais force est de constater voire même 2002, force est de constater que même par rapport à 2002-2006, en effet, moi, je vois pas du tout les mêmes joueurs, le même niveau, qu'ils soient en club et du coup qui se répercutent sur la sélection par rapport aux grands Italiens des équipes de Serie A des années 2000, mais même en Angleterre, même en Espagne, etc. Moi, je trouve que je suis plutôt d'accord. Pourtant, j'ai que 30 ans
évidemment, mais je suis plutôt d'accord avec les propos de Dugarry et Leboeuf qui se sont fait démonter, hein, que moi, il y a aucun, même là en Europe, il y a aucune équipe, quand on regarde la sélection allemande, espagnole, portugaise, bah du coup italienne, on n'a pas fait le débat, mais française, etc. En plus de pas avoir une équipe pour moi qui pratique un football, j'ai envie de dire, qui m'attire plus que ça, je vois pas de très grands joueurs partout, hein. La grande Allemagne, faut voir les joueurs allemands aujourd'hui. L'Espagne, bon voilà, on n'en parle pas. Finalement, cette finale, on revient à Mais la finale l'Espagne, c'était le Barça il y France-Argentine. a quelques années. C'était les Oui, 8 joueurs complètement. espagnols titulaires au Barça. Et regarde l'équipe actuelle du de Barcelone Terrible. cherche les Espagnols. Et c'est Ouais, il y en intéressant, a de c'est moins en très moins. intéressant ce que tu dis, Aristide, parce que sur le niveau, je te rejoins totalement. Mais pourtant, l'engouement est toujours là. Et ça C'est dit vrai. quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens supportent pas forcément la meilleure équipe, ils supportent l'équipe de leur cœur, l'équipe qui les fait vibrer, l'équipe qui correspond à leurs racines. Tu vois, alors on est mal placé pour, enfin moi je suis mal placé pour le parler parce que je supporte l'Italie bien évidemment, mais je veux dire, on a un attachement, en tout cas au football des sélections dans leur ensemble, au football des sélections en général, quel que soit le niveau. Donc ça montre bien que les mondialistes qui détruisent petit à petit les sélections nationales, et notamment les sélections nationales européennes, n'ont pas réussi à tuer une chose, c'est l'engouement des supporters. Et ça se voit vraiment, mais c'est flagrant, les différences en termes d'audience, c'est monumental. Ouais, complètement. Bah, les records d'audience ont été battus encore pour cette Coupe du Monde, en finale, en demi, etc. Et effectivement, la ferveur est toujours là, malgré le niveau qui baisse de plus en plus de ces sélections, évidemment. Mais c'est vrai que quand je vois là, même la finale France-Argentine, je m'imagine, pour avoir vu du coup le football des débuts des années 2000, une Argentine, tu la remets 20 ans en arrière. Même cette équipe de France qui est arrivée en finale et jusqu'au penalty, quand tu regardes la composition de l'équipe de France à partir de la 60-70e minute, t'as même plus de latéraux, c'est Camavinga à gauche et je sais plus qui était à droite, je crois que c'est Koundé mais qui était sorti. T'as un milieu de terrain, tu te dis c'est quoi les joueurs, même en attaque, t'as Thuram et Kolo Muani, je crois, et tu te dis que cette équipe de France a réussi à aller en finale de Coupe du Monde. Moi, je me pose toujours la question Merci si on Harry la Kane. compare à... Merci Harry Ouais, Kane. c'est Je rappelle aussi... que Maguire tape le poteau de la tête également. Je rappelle qu'ils prennent un poteau contre les Marocains avec le retourné acrobatique du joueur dont j'ai oublié le nom, en sachant que le Maroc est rentré dans la surface de réparation un nombre incalculable de fois. On a l'impression qu'ils faisaient tout pour pas marquer un but. C'est-à-dire que l'équipe de France a été archi dominée pour moi par le Maroc et même par l'Angleterre sur l'ensemble du match, je vois les Anglais meilleurs. Donc l'équipe de France a été réaliste à l'italienne, donc je vais pas les en blâmer. C'est le jeu de Deschamps. Ils ont été champions du monde comme ça à deux reprises. En 98 c'était pareil, même s'il y a plus de talent. Mais très clairement, les Anglais et les Marocains peuvent avoir des regrets. Et moi, je me rappelle, j'avais dit à mon entourage, vous verrez, les Argentins ne vendangeront pas autant. Et ça, c'est vu. Ouais. Ouais, ça s'est vu et après les Argentins ont fait une très bonne partition, mais voilà, moi je me pose toujours cette question de qu'est-ce que aurait donné cette équipe de France de 2022 dans une compétition en 2002 ou même cette équipe d'Argentine finalement qui a pas fait que du beau football pendant cette année, enfin cette Coupe du Monde pardon, et qui a peut-être sûrement réalisé son meilleur match pendant les 80 minutes assez incroyable qu'ils ont fait contre la France. Mais voilà, moi je trouve que je suis pas Contre la Croatie, la c'était bien ferveur aussi. oui, c'est vrai, même s'il y a eu énormément de réussites de contre favorables et que la Croatie était... Mais bon, il y a 3-0 à la fin, on peut rien dire. Mais voilà, moi, Ok, la ferveur est là, superbe. L'engouement est super, les audiences, c'est record sur record au fur et à mesure, effectivement, des France-Maroc, compétitions. tu connais le score en Italie? Plus de 50% de part de marché pour Ouais, France-Maroc. c'est énorme. La Incroyable. nationale, elle ne jouait pas. C'est vrai. D'accord? Donc c'est incroyable dans le monde entier, les audiences que ça fait. Mais c'est le football des peuples, c'est ce que je me tue à dire. J'ai rédigé un article il y a quelques jours sur le sujet, mais c'est vraiment ça. Les gens aiment le foot des nations. C'est vrai. Et pourtant, j'allais finir là-dessus, tu vois, malgré toutes ces audiences, toute cette ferveur. Moi, je peux pas dire que je me sois régalé devant une équipe en particulier, devant un jeu spécifique lors de cette Coupe du Monde, qu'on soit en Amérique du Sud ou en Europe. J'ai trouvé plutôt le jeu assez stéréotypé et je suis pas trouvé, en tant que supporter de l'équipe de France, mais surtout de la nationale également. Mais voilà, moi, je me suis plutôt, ennuyé, j'ai envie de dire. Alors, la ferveur, j'ai envie de dire, de la nation nous emportait. Mais franchement, en termes de jeu, si tu enlèves les équipes nationales, tu retiens que le jeu. Je trouve que c'est d'un niveau assez affligeant et c'est pour ça que je rejoins un peu Dugarry et Leboeuf sur cette partie. Non mais ça je peux le comprendre, mais moi je me suis régalé, donc c'est inverse, mais c'est aussi parce que j'attache une importance particulière à ce football-là, mais il y avait quand même des matchs avec du suspense, tu vois, avec des retournements de situation, il y a aussi les scénarios qui sont pas écrits à l'avance, tu comprends, il n'y a pas que le niveau technique, il y a également ce qui se passe dans le match, et puis c'est un ensemble, quoi, c'est la Coupe du Monde, c'est mythique, et Messi a enfin son trophée, Messi qui entre enfin au Panthéon, parce qu'on en parlait, certains disaient le meilleur joueur de l'histoire, il lui restait que ça, en fait, alors je pense pas que ce soit le meilleur joueur de l'histoire, hein, que je sois clair, mais c'est l'un des meilleurs joueurs, en tout cas il fait partie du gradin
baratin mondial historique dans le football. Et c'est vrai que il a été excellent à 36 ans pour sa dernière Coupe du Monde. 36 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, il sera évidemment pas là dans 4 ans, pardon. C'est monumental. Moi, je suis admiratif de ce joueur, un peu moins de l'attitude de l'équipe d'Argentine dans le cadre des célébrations, que ce soit d'ailleurs au Qatar ou ensuite quand ils sont retournés en Argentine. Mais je les ai trouvés valeureux, je les trouvais pas bons en début de tournoi, je les trouvais même très mauvais en début de tournoi pour être franc. J'ai regardé quasiment tous leurs matchs. Et sur la fin, ils sont montés en puissance vraiment. On a trouvé quelques bons joueurs quand même, parce que McAllister c'est pas mauvais du tout, Enzo Fernandez c'est pas mauvais du tout, c'est même plutôt très bon. Et puis la paire derrière Otamendi, Romero surtout, je les ai trouvés vraiment plutôt bons. Le Lyonnais Tagliafico pas mal non plus. Il y avait surtout Messi, il y a eu Di Maria sur la fin, mais il y avait quelques petits joueurs quand même qui se sont révélés autour de lui, autour de Messi donc et de Di Maria, autour d'eux sur la fin de la compétition. On va demander à Félix ce qu'il en a pensé. Puis évidemment Félix, tu peux parler d'autre chose, parce que il n'y a pas que la Coupe du Monde dans la vie. Moi ça m'a fait rêver, mais chacun ses goûts. Ouais, je vais parler rapidement de la Coupe du Monde quand même. Effectivement, Enzo Fernandez d'ailleurs, on a été près de, on était prêts. Je sais pas si on était prêts, mais on était très intéressés pour le prendre cet été. Finalement, on a insisté pour Renato Sanchez, qui on n'a pas eu non plus au final. Et lui, on voit le choix de carrière qu'il a fait. Il ne joue quasiment plus au Paris Saint-Germain. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on n'était pas passé loin de ce petit phénomène du football, qu'il l'est clairement. Sa Coupe du Monde, elle est impressionnante. Moi, juste pour dire, oui, je trouve aussi que le niveau de la Coupe du Monde n'était pas forcément extraordinaire. Pour autant, la dramaturgie était au rendez-vous. Et c'est ça qu'on aime en général. On va pas être... nous, on a des yeux parce qu'on aime bien observer, analyser, etc. Mais en termes de dramaturgie, en termes de... Voilà, moi, je trouvais que c'était très intéressant. Il y a eu plein de moments. Moi, je retiens encore la finale, la demi-finale. C'est vraiment des forts moments. Et puis souvent, c'est des moments qu'on regarde en groupe. Et donc, c'est des moments conviviaux. Et Félix, si je puis me permettre, sur la finale, on est d'accord que la meilleure équipe a gagné sur le match. La France a joué un quart d'heure. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ah oui, moi, j'ai même pas envie de parler du niveau. Moi, je suis d'accord. L'Argentine a été meilleure sur la finale. Mais juste sur le match, c'était super bien. Le moment a été énorme. Moi, je suis supporter de l'équipe de France, donc j'ai bien aimé. J'étais surpris de leur parcours, un peu déçu de celui de la Serbie, d'un autre côté, mais très content. Enfin, très content. Satisfait de celui de la France parce que je pensais pas du tout qu'ils allaient aller en finale. Moi, j'étais plutôt défaitiste. J'avais même, d'ailleurs, pour la petite histoire, sur mon petit prono, j'avais mis Argentine vainqueur. Donc, je peux vous dire que j'ai gagné des points là-dessus. Mais avant la Coupe du Monde, je donnais pas du tout la France en finale et j'étais surpris du niveau de l'équipe de France, très satisfait. Superbe finale, mais à la fin de la finale, rien à dire, victoire au penalty. Enfin, franchement, une Coupe du Monde particulièrement intéressante dans son émotion, dans son émotivité, pas forcément dans sa qualité, mais voilà, sur le volet de l'émotion, c'était vraiment top. Voilà, c'était sur la Coupe du Monde, mais je voulais aussi rendre hommage à un grand monsieur qui nous a quittés, qui est Sinisa Mihajlovic, qui est décédé malheureusement d'un cancer et sur lequel il luttait maintenant depuis quelques années et qui nous a tristement quittés là récemment. Et voilà, qui était un grand monsieur, pas forcément le meilleur entraîneur, mais voilà, un meilleur d'homme, comme on en fait plus beaucoup, malheureusement. Et un tireur de coups francs incroyable. Un tireur de coups francs exceptionnel, évidemment. C'est l'un des seuls mecs que j'ai vu mettre 3 coups francs dans le même match, quand même. Un hat-trick sur coups francs avec la Lazio dans 98-99, je crois. C'est contre la Samp, si je me trompe pas. Vraiment bonhomme. Ah oui, un pied gauche exceptionnel. Voilà, donc rendre hommage à ce grand monsieur du calcio. Très bien, alors voyons comment Erko va clôturer cette émission. Peut-être parler aussi un petit peu de la Coupe du Monde rapidement. C'est juste que, voilà, même si globalement je suis dans le même état d'esprit que Aristide, voilà, elle m'a pas fait spécialement rêver. Mais voilà, d'un point de vue, pour l'histoire, en tout cas, j'ai bien aimé le parcours du Maroc et même du Japon. Je trouve que pour le Maroc, voilà, on en a tous parlé. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est dans ces deux équipes-là, pardon, c'est la volonté de se sacrifier, de la fierté de porter le maillot de l'équipe nationale. Où tu vois que à ce moment-là, c'est pas un métier que tu fais, c'est représenter ton pays. C'est beaucoup plus grand qu'un club, c'est beaucoup plus grand que le football. Et c'est ce que tu ressens quand tu les vois jouer. C'est pour ça que quand tu les vois à la fin, la déception de les voir pleurer à la fin, ils sont pas pleurés parce qu'ils ont perdu, ils ont pleuré justement parce que ils ont, entre guillemets, l'impression d'avoir lâché leur pays, et c'est ça qu'on aime bien voir dans le football. C'est la passion. C'est à ce moment, c'est là aussi le moment où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est le seul moment où tu peux voir la vraie passion dans le football, c'est avec les équipes nationales. Et deux histoires, voir deux petites équipes comme ça, surtout au Maroc, donner des sons de football aux grandes équipes. Non seulement parce que tu as des grosses qualités techniques, puisque voilà, le Maroc, même sur le papier, c'est quand même très bon, même s'il manque Ils ont été merveilleux.
Les Marocains ont été merveilleux, avec un joueur de Brest, un joueur d'Angers, etc. Ouais, Et c'est là qu'on voit que le collectif, ça me rappelle la Grèce 2004, le collectif prime sur les individualités. L'entraîneur a trouvé un projet de jeu avec des joueurs certes talentueux, des individualités comme Amrabat et d'autres, mais collectivement, ils étaient vraiment là. Et là, tu voyais une équipe vraiment surmotivée par l'enjeu qui était, comme tu le dis bien, de représenter un pays. Voilà, et c'est la fierté nationale qui prend le dessus, et ça transcende, je crois, même le niveau, me semble-t-il, individuel des joueurs. Oui, clairement, parce que même un joueur, regarde attaquant de pointe, hein, sans vouloir lui manquer de respect, on sait très bien que c'est pas une vedette, mais malgré tout, il a quand même fait plus que le taf. Et comme tu dis, un engouement peut transformer n'importe qui. On a des fois des joueurs en sur-régime, même dans un championnat, à part que dans les équipes européennes comme ça, t'as des joueurs qui sont tout bons qu'en équipe nationale, parce que justement, du fait que ils se sentent justement transcender, et la fierté aussi, c'est simplement ça, hein, cette fierté de représenter ton maillot, un peu comme de façon de parler évidemment, mais un militaire représente son pays, là, un footballeur le fait aussi. C'est ce moment de sa carrière où il peut se dire, j'ai représenté ma nation. C'est justement dans un match d'équipe nationale, que ce soit un match amical ou un match justement de Coupe du Monde, tu dois toujours être fier justement de pouvoir représenter, de rendre fier tout ton pays justement. Et c'est ça qui transcende. Et je trouve que justement des leçons techniques qui ont été données par même le Japon, parce que le Japon aussi ont eu un bel engouement aussi. Je trouve que leur élimination était un petit peu, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la penalty, mais d'un point de vue sur le match, ils ont toujours été très bons et jusqu'au boutier, jusqu'à la fin. Ils n'auraient eu envie à personne sur cette Coupe du Monde. Mais c'est surtout l'engouement aussi des supporters. Je trouve que le Maroc, c'est peut-être aussi la seule équipe où les supporters étaient toujours là aussi. Tu les entendais tout le temps. Ils ont été portés justement par leur équipe. Et c'est des moments aussi comme ça, même si tu n'as pas forcément des grands matchs, justement, voir des gens passionnés, justement, transpirer pour leur équipe, ça te donne envie de les suivre aussi et de te rappeler c'est quoi les vraies racines du football qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et c'est grâce à des équipes comme ça, justement, que ta passion, tu ne la perds pas. Parce qu'il y a des moments où tu te dis, ouais, ça me souvient un petit peu le football, que c'est beaucoup d'argent, t'as moins la passion qu'avant. Et puis tu vois des équipes comme ça, et j'ai envie de dire merci, parce que ça te redonne un petit peu la petite flamme qui s'éteignait petit à petit, et qui a peut-être encore s'éteindre par après progressivement, mais qui te donne encore espoir au bon déroulement d'un match de football en tout cas. Alors il y a une réflexion qui me vient comme ça, là, c'est la phrase, je crois, de Albertini en 98, si je me trompe pas, qui avait déclaré: on a enfanté un monstre. L'équipe de France, en ce début de siècle, fait 3 finales, 4 avec l'Euro 2016, si je me trompe pas, j'espère que je suis bon dans les comptes. Ils ont perdu en 2006, ils ont gagné en 2018, et donc là ils viennent de perdre. Deschamps a tout appris à la Juve, avec Trapattoni, avec Lippi. J'apprécierais moi que l'Italie s'occupe de former et de promouvoir ses joueurs et ses entraîneurs, ce serait pas mal. Voilà, messieurs, moi je vous remercie en tout cas pour cette belle émission. Le prochain match aura lieu le 4 janvier à Salerne, mais c'est à 12h30, donc il semble difficile de réunir du monde autour du micro en semaine comme ça. Nous devrions en revanche faire une émission après Milan-Roma le dimanche 8. Bon réveillon, bonne réunion de famille, soyez gâtés, il y aura sans doute quelques maillots de Messi sous les sapins. Peut-être là sera-t-il renommé Martinez dans la crèche, sait-on jamais. Joyeux Noël à tous, salut. Salut. Ciao.